Je vois pas de quoi Pierre-Yves voulait parler, mais bon, donc on va démarrer gentiment cette conférence. Donc, s'intitule, comme le livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. Donc, je me présente très rapidement avant. Donc, j'ai 31 ans et je suis originaire de la Nièvre, ce petit département en plein cœur de France. Je suis diplômé d'école de commerce à l'EM Lyon et comme profession, je suis contrôleur financier et responsable national de l'UPR pour l'économie, donc ce qui m'a amené, même si évidemment que je ne traite pas que d'économie, mais à me spécialiser en particulier à l'UPR ou d'une manière générale dans les interventions politiques sur la question économique. Donc le plan est en 12 illusions, le livre lui a 12 chapitres, il y a 2 chapitres en plus dedans, et en 3 grandes sous-parties. La première, c'est les illusions économiques de l'Union européenne. La deuxième, les illusions économiques de l'euro. Et la troisième, les illusions économiques du libre-échange. Donc sur la première partie, il y a 4 chapitres. L'UE qui financerait des projets en France, l'UE qui amènerait une convergence sociale et fiscale, l'idée selon laquelle l'État aurait encore des marges de manœuvre et que finalement, ce n'est pas une question d'Union européenne, ce n'est pas une question d'euro. Regardez comment font les Allemands, etc., etc., etc. Et le 4e chapitre, l'UE qui nous protégerait des marchés concurrents et des restes du monde, c'est la fameuse idée de l'Europe qui protège, Europe puissance, dans laquelle on vous bassine en permanence. Donc l'UE qui finance les projets en France, c'est l'une des principales idées ou l'un des principaux arguments, souvent des partisans de l'Union européenne, qui vous expliquent « merci les fonds de l'Union européenne, sinon vous ne pourriez rien faire ». Regardez, donc là c'est tous les écriteaux qu'on voit un petit peu partout, notamment dans l'agriculture, les fonds aux régions où on vous dit il faut dire merci l'Union européenne parce que vous vous rendez compte, si jamais il n'y avait pas l'Union européenne, nos agriculteurs ils n'auraient pas d'argent et puis les régions n'auraient pas d'argent et tout ce petit monde crèverait la gueule ouverte si on n'avait pas l'Union européenne. D'ailleurs, c'est encore pire que ça parce que quand vous regardez justement les textes européens, c'est mis texto, c'est là pour vous dire qu'il y a une propagande derrière, c'est à partir du moment où vous recevez des fonds de l'Union européenne, vous avez l'obligation de mettre un énorme drapeau de l'Union européenne pour dire merci l'Union européenne qui finance, et sans vous, on ne serait rien. C'est exactement ce que disait par exemple François Hollande quand on parle de l'agriculture. Le grand François Hollande nous disait « Les populistes disent qu'il faut sortir de l'UE, mais si on écoutait ces populistes, il n'y aurait plus d'aide qui serait donnée aux agriculteurs et plus de garanties sur les prix. » C'est quand même assez dingue de dire ça, d'autant que 2 mois après qu'il ait dit ça, les garanties sur le prix du lait avaient sauté par l'Union européenne. Donc c'est ce qui nous explique, c'est encore la même idée, c'est l'Union européenne qui nous finance. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que les fonds de l'Union européenne ? Est-ce que c'est de l'argent magique qui serait créé par la Commission européenne comme ça? Non. Les fonds de l'Union européenne, ce ne sont que l'argent des différents pays et États de l'Union européenne. Là, c'est un petit croquis qui résume le budget. À l'époque, c'était le budget en 2012. J'ai des chiffres évidemment plus récents, mais il est assez parlant. Et dans ce cadre-là, de ce budget de l'Union européenne, vous avez des pays qui donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent, et vous avez des pays qui reçoivent plus d'argent qu'ils n'en donnent. Et au passage, vous avez évidemment l'Union européenne, les fonctionnaires de l'Union européenne, les députés européens qui prélèvent une part sur l'argent. Mais tout ça pour dire que l'Union européenne ne donne absolument rien. Ce sont les États membres qui vont donner de l'argent. En l'occurrence, les grands contributeurs nets de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie, c'était le Royaume-Uni. Et ce sont, pour schématiser, les pays nordiques ou ceux qui ont été baptisés récemment les 4 frugaux. Donc on rajoute aussi les Pays-Bas là-dedans. En 2012, on donnait 20 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en redonnait 13. Ça veut dire que concrètement, on perdait 7 milliards d'euros dans l'affaire. Donc ces 7 milliards d'euros dont on parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement, s'il n'y avait pas cette entité Union européenne, non seulement les agriculteurs, les régions, les différents fonds sociaux de l'Union européenne seraient encore là, mais on aura encore 7 milliards en plus à utiliser au niveau national. C'est vous dire l'arnaque complète de ce système des fonds européens dont on vous parle. Là, c'est les chiffres de 2016 qui sont assez parlants. Là, c'était plus
7 milliards, le déficit fiscal de la France au budget de l'Union européenne, c'était 9 milliards. Ça représente 25 millions d'euros par jour. Et ces 9 milliards, ce n'est pas forcément un pic. Parce que quand vous regardez la moyenne des contributions nettes de la France au budget de l'Union européenne, si vous regardez de 2011 à 2019, en moyenne, on a donné 8 milliards d'euros par an. C'est absolument énorme. Et l'arnaque en plus de ça, je vous ai dit, on donne en plus, donc c'est de l'argent qu'on n'a pas. Mais vous n'avez même pas en plus la libre utilisation des fonds. Parce que c'est l'Union européenne qui va décider, en l'occurrence sur les 11 milliards qui revenaient cette année-là, de 2016, c'est eux qui vont décider, avec ces 11 milliards qui reviennent, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. C'est un peu comme si vous étiez au supermarché et vous vouliez acheter, je ne sais pas, du caviar, des cerises, de la vodka, et on vous dit non, vous devez acheter de la salade et vous devez acheter du jus d'orange. C'est exactement comme ça que ça marche. Vous n'avez pas la libre utilisation, vous ne faites pas ce que vous voulez. En plus de ça, vous avez un coût exponentiel. Vous avez même un coût exponentiel de cette contribution nette avant même le Brexit. Vous aviez 3 milliards en plus en 2019 qui ont été votés par le Parlement national, l'Assemblée nationale française, et vous avez 4 milliards de plus prévus en 2020. C'est absolument colossal, ce sont des sommes énormes. Quand on voit les pénuries qu'on avait en France pour le Covid-19, ça fait peur. Et ce ne sont pas les seuls coûts qu'il y a dans l'Union européenne. Ce n'est pas que la contribution fiscale nette que vous avez là-dedans. J'ai mis 9 milliards, le chiffre de 2016, mais vous avez d'autres coûts qui sont moins perceptibles, et encore que, comme je vous l'ai dit, la contribution nette fiscale, c'est pas comme si on vous en parlait tous les jours dans les grands médias, c'est pas quelque chose qui est couramment évoqué. Vous avez notamment tout ce qui est cofinancement et condamnation pécuniaire. Il faut savoir que ça représente 5 milliards d'euros par an. Les cofinancements, c'est quoi? C'est des projets qui sont décidés hors budget de l'Union européenne, et on dit à tous les membres de l'Union européenne qu'ils doivent mettre la main à la poche au prorata de ce qu'ils représentent, donc c'est 20% pour la France. Concrètement, quand il y avait eu l'affaire ukrainienne, ou l'affaire des migrants, où l'Union européenne a payé la Turquie, et on a donné des fonds à l'Ukraine, tout ça c'était hors budget, et la France, à chaque fois, donnait 20% du montant qui a été donné à la Turquie ou qui a été donné à l'Ukraine dans le cadre de la fameuse crise ukrainienne. Ça, ce sont les cofinancements. Et pour ce qui est des condamnations pécuniaires, c'est très simple. Si vous ne respectez pas une directive, un règlement de l'Union européenne, vous êtes condamné par la Cour de justice de l'Union européenne à payer. Dernièrement, il y a eu des cas, la France avait été condamnée, par exemple, parce qu'ils avaient mis du temps à transposer la directive sur les OGM. Il y a eu récemment la Hongrie et la Pologne qui ont été condamnées parce qu'ils n'ont pas respecté, justement, les fameux quotas de migrants qui étaient alloués par l'Union européenne. Et ils ne l'ont pas respecté, ils se sont fait condamner par la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça, ce sont des millions d'euros à chaque fois qui tombent d'astreinte par jour. Et il y a même eu la même chose en pleine crise du Covid-19 pour nos amis italiens. Il faut savoir que l'Italie a été condamnée parce qu'en Sardaigne, par la Cour de justice de l'Union européenne, en Sardaigne, le gouvernement local avait fait des subventions au secteur du tourisme. Et en pleine crise du Covid-19, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre une amende à l'Italie. Voilà comment ça marche. Et il y a les coûts encore moins perceptibles qui sont tous les coûts d'application des normes. Et ça, c'est très important, ça a été calculé. Les Britanniques, notamment, ils en parlaient beaucoup dans le cadre du Brexit, sont très sensibles à ça, comme ils sont très libéraux, les Britanniques. Eh bien, pour l'État et les collectivités locales, c'est 9 milliards le coût d'application des normes de l'Union européenne. Et pour les entreprises, c'est 30 milliards d'euros par an. Vous voyez, parce que les normes, c'est un business. Quand vous pondez une norme, je ne sais pas, de changement de norme d'un radiateur, de changement de norme de la cuvette des toilettes, vous allez derrière avoir des coûts parce que chaque restaurant va devoir changer, par exemple, ses cuvettes de toilettes, va devoir changer ses radiateurs, et tout ça, ça a un coût. Et c'est encore pire dans le cadre de certaines normes ou certains règlements, quand vous avez le dernier RGDP, le règlement des données, de protection des données individuelles. Oui, il y a évidemment qu'il y a une belle idée derrière de protéger les données, mais il faut voir le coût que ça représente pour toutes les PME, TPE. Déjà que les multinationales en interne avaient beaucoup de mal à le faire seules alors qu'elles sont beaucoup plus équipées en personnel, en ressources. Mais pour toutes les PME, TPE,
c'est impossible à faire sans avoir recours justement à des conseillers externes, des cabinets externes et autres. Et tout ça, ça a un coût, et ça a un coût pour les entreprises et pour l'économie. Ça représente tout ça, et encore, on va pouvoir aller plus loin, 53 milliards d'euros par an, c'est 145 millions d'euros par jour. Et ce coût-là, comme je vous l'ai dit, il ne fait qu'augmenter, et ça va être pire avec la crise du Covid-19, parce que vous avez certainement entendu parler du fameux plan de relance de l'Union européenne qu'on vous vend comme c'était un truc formidable qui va sauver l'Union européenne, sauver l'euro. Ça consiste en quoi? C'est le fameux plan de la Commission qui doit encore être adopté par le Conseil européen. 750 milliards d'euros, il y a deux volets. Il y a un volet de prêt de 250 milliards d'euros. Ces prêts, encore une fois, comme l'Union européenne ne crée rien, ce n'est pas l'Union européenne qui crée un prêt. C'est justement les États qui vont garantir le prêt. Et en l'occurrence, la France ne verra pas 1 euro du prêt parce que ça va être concentré vers l'Italie, vers l'Espagne. Donc on va garantir des prêts où on ne va rien toucher. Il y a un autre volet, c'est le volet dit subvention de 500 milliards d'euros. Et là-dessus, les subventions, ça équivaut grosso modo à votre budget de l'Union européenne. Sauf que c'est pire pour la France, parce que le déficit là-dessus va être absolument dingue. On va payer sur les 500 milliards 100 milliards d'euros, et on va en récupérer 39. Ça veut dire qu'on perd 61 milliards d'euros dans l'affaire. C'est plus que les principaux budgets de l'État, c'est plus que le budget de l'éducation nationale, c'est plus que le budget de la défense. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez Emmanuel Macron qui appuie ça, alors que n'importe quel chef d'entreprise ou autre, mais dirait, même comme aurait dit Trump, c'est le pire deal de l'histoire, ce truc-là. Et lui va l'accepter au nom de son idéologie de l'Union européenne, que la France donne 61 milliards en pure perte. Et là encore, les 39 qui vont nous revenir, nous n'en aurons même pas la libre utilisation, et c'est même pire que ça, parce que c'est intégré dans les textes que vous connaissez certainement, les GOPÉ, et on y reviendra dans le cadre de cette conférence. Il y a une deuxième lame de rasoir là-dessus, où il est bien mis dans ce texte que tout pays qui touchera les subventions sur les 500 milliards sera contraint d'appliquer toutes les politiques économiques et sociales que demande l'Union européenne. Donc non seulement vous donnez 61 milliards en pure perte, mais vous vous mettez sous tutelle. C'est absolument dingue, et c'est justement ce qu'appuie Emmanuel Macron. C'est vraiment le pire de la défense des internationaux qu'on pourrait trouver. Parce qu'on peut comprendre d'un côté, l'Italie va beaucoup recevoir, donc l'Italie se dit, bon, même si l'euro me nuit comme la France, moi je vais récupérer de l'argent. L'Allemagne va aussi payer plus, mais l'Allemagne, elle bénéficie de l'euro. Donc ils se disent, il faut que je donne un minimum pour que le système perdure. Mais la France, en fait, elle a les désavantages des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on a les désavantages de l'Italie. Il n'est pas dit d'ailleurs que notre croissance, notre récession ne soit pas supérieure ou égale à celle de l'Italie, mais on va toucher beaucoup moins. Et on a les désavantages de l'euro qu'à l'Italie. Et au-delà de ça, on a les désavantages de l'Allemagne parce qu'on va payer pour tout le monde. Et Macron appuie cet accord-là, qui est un accord anti-français. Il n'y a pas d'autre mot. Quand je parlais des normes, il y a une illustration, ça veut dire que les normes au niveau de l'Union européenne, les 30 milliards et 9 milliards, c'est à minima, parce que les normes au niveau de l'Union européenne, ça ne fait qu'augmenter pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous avez beaucoup de fonctionnaires au niveau de l'Union européenne, donc il faut bien justifier leur boulot, donc ils doivent pondre des pages de normes, etc. Et en plus de ça, comme au niveau du périmètre et de pouvoir, vous donnez toujours plus de pouvoir à l'Union européenne, vous avez toujours plus de législation qui vient de l'Union européenne plutôt que venir du niveau national. En plus, il faut voir l'utilisation qui est faite. Là, c'est un exemple concret que je trouve drôle. C'est pas vraiment drôle, mais il y a une espèce de Cour des comptes européenne qui est équivalent de notre Cour des comptes et qui dit en plus que dans le budget de l'Union européenne, typiquement, ça c'était sur l'année 2014, il y avait 7 milliards d'euros qui avaient été dépensés, ils ne savent pas comment. Même pas, je sais pas, vous pouvez perdre un billet de 5 euros, un truc. 7 milliards, je ne sais pas ce que j'en fais, faudra m'expliquer. Un autre exemple, c'était la nouvelle construction de la tour de la BCE. À la base, ça devait être une belle tour à Francfort, budget 850 millions d'euros. Finalement, un petit dérapage budgétaire, c'est 1,3 milliard. C'est cadeau. Et notre ami Jean-Claude et Federica Mogherini, l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker,
enfin en gros c'est toute la commission entre janvier et février 2016, en 2 mois, ils se sont fait 500 000 € de frais de déplacement. C'est une belle première. Déplacement première. D'ailleurs, j'étais récemment au Parlement européen avec mes amis du Brexit Party. Je discutais un petit peu sur notre ami Jean-Claude Juncker avec le bar du Parlement européen. Et ils étaient très inquiets. Parce que le chiffre d'affaires risquait d'être diminué par 2 avec le départ de Jean-Claude. Et ça va mettre un coup justement aux finances de l'Union européenne que vous allez devoir payer. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Les européistes, parce que quand vous voyez un système qui est aussi mauvais, du moins néfaste pour la France, il faut bien voir s'il y a un système qui est mauvais mais qui perdure, c'est qu'il y a des gens qui en bénéficient. Et quand vous avez justement tous les parlementaires européens ou tous les européistes qui vous disent que l'Union européenne c'est formidable, quand on regarde un petit peu les émoluments, on peut comprendre. Un député européen, ça gagne 154 000 € par an. C'est pas mal. En sachant en plus qu'ils ne payent pas d'impôts et de cotisations sociales dans leur pays membre d'origine, ils payent ça au niveau européen, et si vous cumulez les deux, impôts sur le revenu et cotisations sociales, c'est seulement 22%, ce qui n'est rien par rapport à ce que vous allez payer, par exemple, en France. Et un parlementaire européen, il faut savoir qu'il touche 70% du montant de son salaire après seulement 20 ans de cotisation. Et c'est les mêmes, après, qui vont vous dire, vous comprenez, là, il faut faire la rigueur, il faut faire des efforts. Qui vont vous dire, vous ne bossez pas assez pour équilibrer le régime des retraites, on va monter ça à 42 années de cotisation. Eux, ils cotisent pendant 20 ans. Commissaire européen, j'avais mis le brillant Pierre Moscovici, qui, lui, touchait quand même 320 000 € par an. Maintenant, il a été recasé à la Cour des comptes. Ça doit être certainement pour ses brillantes analyses économiques. Et donc, lui, c'est 320 000 € par an. Et là-dedans, il y a des vice-présidents. C'est un petit peu l'armée mexicaine. Vous avez 7 vice-présidents. Et ils touchent, c'est mieux, vice-président, vous touchez 364 000 € par an. C'est pas mal. Président de la Commission et du Conseil, 392 000 € par an. C'est bien. Ça fait un bon budget whisky pour Jean-Claude. Président de la BCE, c'est mieux. 400 000 €. C'était Mario Draghi, maintenant c'est Christine Lagarde. Elle doit être ravie comme tout, Christine. Et là-dedans, le président de la République, c'est 182 000 € par an. Donc on peut comprendre Pierre Moscovici qui a fait des pieds et des mains pour être commissaire européen. Finalement, c'est mieux que président de la République. En tout cas, c'est mieux rémunéré. Cela dit, actuellement, et on le verra au cette conférence, ils ont quasiment plus de pouvoir, à part sur certains domaines, que le président français. Le deuxième chapitre, l'UE qui amènerait une convergence sociale et fiscale. Donc ça, c'est la propagande habituelle que vous allez avoir à toutes les élections, principalement aux élections européennes, parce que les élections nationales, on ne part pas trop d'Union européenne, généralement on met ça sous le tapis. Là, vous aviez l'UDI Modem, à l'époque c'était pour les européennes de 2014, qui nous explique l'Europe sociale par une convergence vers le haut, c'est beau. L'EPS qui nous expliquait convergence des niveaux de développement, accélérer la convergence sociale, donc ça c'est un truc que vous allez avoir, j'ai mis 2014, mais on peut remonter 20 ans en arrière, vous aurez les mêmes trucs. Même chose chez l'UMP, donc maintenant les Républicains, convergence fiscale et sociale, et chez les Verts, convergence automatique vers les plus hauts standards sociaux, harmonisation fiscale, c'est très beau, c'est des très belles promesses. Sauf qu'après, il y a les promesses et il y a la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que vous avez des écarts au niveau social et fiscal entre les États membres qui sont colossaux et encore plus depuis le début des années 2000 et l'arrivée des pays de l'Est. Typiquement, ici, entre le Luxembourg qui est à 2 000 € par mois et la Bulgarie qui est à 261 € par mois, vous avez un rapport de 1 à 8. Et en sachant en plus que ce qu'on appelle salaire minimum n'est pas la même chose dans tous les pays. Vous avez des pays où il n'y a pas de salaire minimum, c'est le cas par exemple de Chypre.
Et vous avez surtout, par exemple, l'Allemagne qui a eu un SMIC récemment, vous avez plein d'exceptions. Ce n'est pas un vrai SMIC. Les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne sont pas concernés. Les chômeurs de longue durée non plus. Dans certains secteurs agricoles et autres, il y a des exceptions. Donc, ce n'est même pas un vrai SMIC. Mais même sans ça, vous avez des écarts énormes. Quand vous regardez ce graphique, il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 162 pour vous dire que si vous avez un salaire minimum, il ne va pas être au niveau français. Il ne va pas être à 1 500 € par mois. Il va être plutôt comme en Espagne, 700, 800 € par mois. Donc si vous faites une harmonisation des SMIC au niveau européen, ça sera 700 ou 800 €. Donc le SMIC français, vous allez le baisser. Des comparatifs, d'ailleurs, l'Ukraine avec qui l'Union européenne a fait un accord de libre-échange, c'est 116 € par mois. Moldavie, Albanie, Macédoine, qui sont les futurs pays qui doivent entrer dans l'Union européenne, là c'est 133 € par mois, 211. Donc ça veut dire quoi concrètement quand vous êtes dans un marché unique ou dans des accords de libre-échange? Ça veut dire que vous mettez en concurrence les salariés français payés à minima 1 500 € par mois avec des gens qui gagnent 100 ou 200 € par mois. Forcément, ça va être plus intéressant d'aller produire dans ces pays-là, ça va vous coûter moins cher. Il n'y a pas que le salaire minimum, une donnée qui est plus intéressante, c'est le coût horaire moyen du travail. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que tout le monde n'est pas payé au SMIC. Mais en France, on parle de quelques millions seulement de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est payé au SMIC. Donc là, c'est le coût moyen, ça vous montre vraiment le coût moyen de production, du moins salarial, dans les différents pays. Et là, vous avez carrément un rapport, là aussi, de 1 à 8, entre le Danemark, où c'est 43,5 € de l'heure, et la Bulgarie, où c'est 5,4 € de l'heure. Donc là, encore une fois, si vous faites une harmonisation, vous n'allez pas être comme en France à 35 € de l'heure, vous allez plutôt être 18, 16 € de l'heure. Donc ça veut dire toujours convergence, mais vers le moins 10 ans. Même chose pour les cotisations sociales sur le travail, vous avez un rapport de 1 à 3,3. Et ça, c'est d'autant plus intéressant, on reviendra dessus, dans le cadre des travailleurs détachés, parce que vous savez comment ça marche, la directive sur les travailleurs détachés, si elle est respectée, c'est-à-dire si ce n'est pas du travail au noir, déguisé ou autre, vous payez le travailleur détaché avec certes le SMIC du pays d'accueil, mais vous payez les cotisations sociales du pays d'origine. Et vous les payez au pays d'origine, vous ne les payez pas en France. Ça, c'est important à savoir, parce que vous siphonnez toute justement la sécurité sociale d'un pays comme la France qui est plus protecteur. Et donc, vous comprenez pourquoi ce système des travailleurs détachés est en vigueur. Même chose sur l'impôt des sociétés, vous avez un rapport de 1 à 4 entre Malte et la Hongrie. Hongrie qui a 9% d'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est important justement dans tout ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Parce que quand vous avez la libre circulation des capitaux, libre circulation des marchandises, des services, qu'est-ce que vous faites typiquement si vous êtes un Google? Vous êtes basé en Irlande avec un taux d'impôt sur les sociétés qui est de 12,5, quand en France c'est à 33 un tiers. Quand vous facturez tous vos services depuis l'Irlande pour laisser les bénéfices là-bas et payer de l'impôt à 12,5 au lieu de payer du 33 un tiers. Ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est parfaitement légal dans le cadre de l'Union européenne et c'est ce que font des sociétés comme Google et ça c'est permis par l'Union européenne. Donc quand on vous dit, alors que c'est le système qui le permet, que vous allez avoir une harmonisation fiscale dans le cadre de l'Union européenne, c'est se moquer du monde, c'est d'autant plus se moquer du monde que l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne explique très bien que pour avoir une harmonisation justement au niveau fiscal, il faut l'unanimité des États membres. C'est pour ça que ça n'arrivera absolument jamais, vous n'aurez jamais l'unanimité, parce que la Hongrie qui est à 9% et qui va attirer des entreprises grâce à un impôt sur les sociétés faibles, ne va pas vouloir l'augmenter pour se mettre justement au niveau français. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça qu'une des grandes revendications des Gilets jaunes, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, n'arrivera jamais parce qu'en France, vous êtes à 5,5% et il y a un plancher européen qui a été décidé, voté à l'unanimité, qui est à 5%. Et pour faire sauter ce plancher de 5%, ça voudrait dire qu'il faut l'unanimité des États membres. Et je peux vous dire qu'on peut en parler encore dans 20 ou 30 ans, vous ne l'aurez pas. Donc c'est pour ça que cette revendication des Gilets jaunes, mais comme toutes les revendications quasiment des Gilets jaunes, elle est inconcevable dans le cadre de l'Union européenne.
Je parlais des travailleurs détachés, on voit des exemples concrets. Encore, je disais, c'est quand c'est respecté parce que vous trouvez des ouvriers portugais à la gare du Nord de Bruxelles qui étaient payés 3,4 € de l'heure. Travail détaché, vous étiez à 56 000 travailleurs détachés en 2007, vous êtes maintenant quasiment à 600 000 en 2018. Comme je vous l'ai dit, c'est intéressant, hein, vous faites venir un mec avec des cotisations sociales de Pologne ou de Bulgarie, ça vous coûtera moins cher qu'un travailleur français. C'est pour ça que vous en avez énormément, transport routier, bâtiments et autres, ils ont recours quasiment qu'à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous avez un double discours. Parce qu'on vous dit, en gros, à chaque fois à Paris, ah oui, c'est un scandale, le travail détaché, il faut faire quelque chose. Sauf que vous avez à chaque fois le discours à Paris et la réalité à Bruxelles. Laszlo Andor, qui est commissaire européen hongrois chargé de l'emploi, lui, en 2012, il disait au contraire, mais ce texte, la directive sur les travailleurs détachés, est justement fait pour proposer des salariés bon marché. Donc, vous avez les beaux discours à Paris et la réalité de ce qui se dit à Bruxelles, la conceptualisation de ces éléments-là à Bruxelles. Vous avez des exemples concrets, je parlais du transport routier, vous voyez que les routiers français sont plutôt bien payés, ils font bien moins d'heures. Et donc quand vous pouvez utiliser du travail détaché et avoir recours à des routiers, et si vous faites un peu de borne, moi c'est mon cas, sur les routes, vous avez quasiment plus un camion français, vous avez des camions portugais, polonais, etc. Vous avez quasiment plus un camion français. Ça se reflète dans les chiffres. Quand on parle des fois d'euthanasie, il y a une vraie euthanasie justement de la profession de routier en France. Il faut savoir qu'avant, le pavillon français, à l'époque, en 1999, c'était 50% de l'activité. Et l'article, c'était aujourd'hui, c'était en 2015. Donc 16 ans plus tard, c'était tombé à 10% de l'activité au niveau européen. Forcément, quand vous mettez en concurrence avec des gens qui travaillent beaucoup plus, qui sont bons à payer, vous vous retrouvez évidemment rapidement mis en difficulté. C'est la même chose d'ailleurs, même au niveau des délocalisations. On voit que la majorité des délocalisations des entreprises françaises ne sont pas, comme on pourrait le croire, parfois en Chine, au Bangladesh ou autres. Ils sont majoritairement en Europe et vers les pays de l'Est. Donc ça, c'est vraiment une donnée à avoir en tête. C'est tout le contraire de l'harmonisation. C'est la recherche du moins 10 ans pour avoir justement les coûts les plus faibles possibles. Il y a des exemples concrets. Là, c'était la Saïta, vous savez, qui produisait les gitanes, qui a délocalisé en Pologne. Ils sont partis de Nantes et de Bergerac en Pologne. Mais il y a plein d'autres exemples. Il y a la C3 qui est produite en Slovaquie. Et ce n'est pas le seul exemple, il y en a plein dans l'automobile, dans ces cas-là, en Slovaquie, même en Espagne d'ailleurs. Et Whirlpool qui délocalisait de Amiens en Pologne, et je le sais très bien parce que c'était au moment de la présidentielle 2017, je me rappelle qu'il y avait une manifestation sur le Champ de Mars, et j'étais allé, dans le cadre de la présidentielle, rencontrer justement les salariés des Whirlpool, et je leur expliquais justement que dans le cadre de l'Union européenne, il y avait toutes ces contraintes-là, et que malheureusement, tant qu'on restait dans ce cadre-là, c'était impossible de les protéger parce qu'il y aura toujours ce moins 10 ans et en plus, là, c'était pour aller en Pologne. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est malheureusement passé. Donc la réalité là-dedans, là aussi, il y a d'autres aveux. C'était la commissaire européenne à la politique régionale qui, elle, disait « Ce que nous devons faire, au contraire, c'est faciliter les délocalisations au sein de l'Europe. » Toujours la même chose, à Paris, on va vous dire ouais, « C'est un scandale, il faut changer ce système. » Mais à Bruxelles, ils sont très conscients de ce qu'ils font. Hein. Et Fritz Bolkestein, qui était le commissaire européen, qui était d'ailleurs l'ancêtre de la directive travailleurs détachés, qui était la directive Bolkestein, qui avait beaucoup aidé dans la victoire du non de 2005 en France. Lui, il expliquait « modèle social européen, je ne comprends pas bien le sens de cette expression ». Ça peut paraître anodin, mais c'est intéressant en soi parce que ça montre bien que les différents pays européens n'ont pas les mêmes modèles et n'ont pas les mêmes conceptions. C'est-à-dire que le modèle français de service public de protection sociale, ce modèle-là, il est parfaitement inconnu dans les pays de l'Est ou autres. Ce n'est pas leur modèle, ce n'est pas leur façon de faire. En fait, il n'y a pas les mêmes concepts. Il ne peut pas y avoir d'harmonisation. Ça n'arrivera jamais. Et la conclusion de ce chapitre, c'est que loin d'apporter une harmonisation économique, sociale et fiscale, l'UE, c'est au contraire le règne de la concurrence sociale et ça donne toujours la prime au moins 10 ans social et fiscal, que ce soit l'Irlande ou le Luxembourg dans le cadre de l'évasion fiscale. On pourrait parler du scandale d'ailleurs des LuxLeaks, qui était à l'époque de Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg, ou des pays de l'Est, avec une main-d'œuvre bon marché à faible protection sociale pour les délocalisations. Donc en fait, dans tous les cas, et c'est tout le contraire, plutôt que d'avoir une harmonisation au niveau de l'Union européenne, c'est le règne de la concurrence sociale et fiscale, et c'est ça la réalité de l'Union européenne.
Troisième chapitre, c'est l'État qui aurait encore des marges de manœuvre économiques. Donc ça, on a des exemples là-dessus. Vous aviez François Bayrou qui expliquait que ça serait dangereux de dire que en fait, tout serait imposé à la France par l'Union européenne. C'est de dire finalement, c'est pas l'Union européenne, c'est un problème franco-français, circuler, il n'y a rien à voir. Et Édouard Balladur, c'est la même chose au moment de la création de l'euro, qui nous expliquait la création de cette monnaie n'aura rien d'automatique. Chaque État conservera la maîtrise de sa politique budgétaire et fiscale. Ça ne va rien changer. En gros, l'idée, c'était de dire à l'époque, certes, vous allez perdre votre souveraineté monétaire, mais ne vous inquiétez pas, au niveau du budget, au niveau de la fiscalité, vous restez entièrement souverain, rien ne va changer et vous avez une maîtrise pleine et entière. Sauf que la réalité, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est tout le procédure budgétaire européen. Je ne vais pas le lire en détail, ça serait fastidieux. Mais grosso modo, il y a, et notamment depuis le fameux traité Sarko-Merkel, le TSCG, il y a au contraire des procédures de contraintes budgétaires très fortes dans le cadre de l'Union européenne. Et contrairement à ce qui a été dit et contrairement aux promesses, vous ne faites pas ce que vous voulez, même au niveau budgétaire et fiscal, dans le cadre de l'Union européenne. Vous avez ce qu'on appelle le two-pack, c'est-à-dire que chaque année, Bruxelles, vous savez, c'est un petit peu comme l'élève qui donne sa copie au maître, et après, il y a le maître qui dit, voilà, c'est pas terrible, ça faut changer, etc., faut changer. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ils peuvent demander des modifications à votre budget. Donc, vous n'êtes déjà plus souverain. Ce sont les fameuses recommandations, vous savez, des GOPE. Avant d'envoyer le budget, l'Union européenne vous fait déjà quand même une petite fiche de lecture. Elle vous dit, bah, ce serait bien de mettre ça, ça, ça dans votre budget. Et une fois que vous présentez votre budget, là, il dit, ah bah non, ça va pas, faudrait modifier. Et il y a le six-pack, qui là, c'est carrément le bâton. C'est que c'est pas seulement une demande de modification, c'est qu'ils peuvent exiger des corrections. Et si vous ne faites pas ces corrections budgétaires, vous pouvez avoir une amende qui est sous forme de dépôt qui correspond à 0,2% du PIB. Pour la France, c'est quelque chose comme 4,6 milliards d'euros. Et ça, on l'a vu concrètement, parce que rappelez-vous, en Italie, quand il y a la coalition Salvini avec le mouvement 5 étoiles qui sont arrivés au pouvoir, ils avaient présenté un budget ambitieux où ils expliquaient justement qu'ils allaient créer un espèce de revenu universel, mais qui était plus l'équivalent de notre RSA, qu'ils allaient baisser l'imposition justement pour les petits patrons, les Anglais, et qu'ils allaient aussi permettre de partir à la retraite plus facilement. Le déficit qu'ils avaient présenté, je crois, était de l'ordre, c'était en tout cas sous les 3%, ça devait être quelque chose comme 2,1%. Donc sous les critères de 3% et 60%, enfin 60% de dette, ils sont largement au-dessus, mais comme la plupart des pays européens, mais disons sous les règles de déficit de l'Union européenne. Et malgré ça, ils les ont menacés justement de cette amende, parce que ce n'est pas seulement le déficit qu'ils regardent, mais c'est vraiment le concret et ce qu'il y a dans le budget et dans les réformes. Et si le budget ne colle pas à ces fameuses grandes orientations des politiques économiques, eh bien Bruxelles va vous demander de changer votre budget. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des éléments concrets là-dedans, encore une fois, d'articles, les fameux articles 106 et 121. Donc, on va aller dessus, mais très rapidement. On ne va pas y passer des jours dessus. Grosso modo, l'article 106, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne impose, par exemple, au niveau de la politique économique, une libre concurrence sur à peu près tous les secteurs, et notamment, les règles de concurrence s'appliquent aussi aux services publics. Et donc, certains disent, oui, mais les règles de concurrence, ça ne veut pas forcément dire qu'ils obligent la privatisation des services publics. Bah, un peu quand même, parce que quand vous forcez les services publics à être mis en concurrence, ça veut dire grosso modo que vous les forcez à fonctionner comme une entreprise privée. Pourquoi je dis ça? C'est typiquement, si vous prenez une entreprise comme la SNCF, le but du service public, normalement, c'est quoi? Vous ne parlez pas de clients, vous parlez d'usagers, et c'est d'apporter partout sur le territoire national, au moindre coût possible, justement, un service. Une entreprise privée, elle va chercher, c'est pas compliqué, à faire du profit. Et si vous mettez en concurrence, par exemple, une entreprise comme la SNCF, ben vous allez avoir l'entreprise privée, elle ne va pas faire Creuse-Nevers TER.
pas beaucoup de clients, ça va pas être très rentable. Que le territoire soit bien desservi, l'entreprise privée, elle en a absolument rien à faire. Donc elle va aller sur les lignes rentables TGV, Paris, Lyon, Marseille, etc., Paris, Londres, et elle va laisser justement toutes les lignes qui ne sont pas rentables à ce qui reste d'une entreprise publique, mais qui ne fonctionne plus comme un service public. Et donc l'entreprise publique, pour survivre dans ce cadre concurrentiel, va devoir fonctionner exactement comme une entreprise privée, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Poste, c'est exactement ce qui se passe avec la SNCF. La SNCF, même si elle n'est pas encore privatisée, mais ce qui arrivera certainement, elle fonctionne déjà comme une entreprise privée. Regardez le prix des billets, où justement ils mettent le paquet, ils n'hésitent pas à augmenter, ils font une tarification spéciale de dernière minute pour augmenter les prix quand il reste peu de billets ou autre. C'est pas un fonctionnement de service public, ils fonctionnent déjà comme une entreprise privée, et donc à terme, ça amène toujours à une privatisation. C'est ce qu'on avait vu avec Orange, c'est ce qu'on avait vu avec Air France et autres. C'est toujours le même fonctionnement, et donc mise en concurrence amène à des privatisations, peu importe que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir. Quand vous êtes dans le cadre de l'Union européenne, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, sur la SNCF, il y a même des directives très claires qui expliquaient justement la mise en concurrence. Ça avait commencé par séparer les activités de maintien des voies et d'opération. Il y avait eu après la mise en concurrence du fret. Et maintenant, il y a la mise en concurrence totale, justement, partout. Et ça a été la même chose aussi avec EDF, GDF et compagnie. L'article 121, c'est celui des grandes orientations des politiques économiques dont je vous parlais. Et grosso modo, c'est ce que je vous disais, c'est que la Commission européenne va tenir le stylo, et après, vous allez avoir le Conseil européen, donc le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui lui va dire, une fois que le stylo, tout est fait, un coup de pression, machin, c'est ça, donc on signe. Et donc le Conseil va envoyer justement ses recommandations, qui sont envoyées à chaque État. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les recommandations ne sont pas les mêmes selon si vous êtes la France ou l'Allemagne. C'est pas la même chose, par exemple, si vous êtes le Portugal. Typiquement, c'était le contre-argument qu'on donnait sur les GOPE, c'est de dire, regardez, le Portugal a fait des mesures sociales alors que c'est contraire aux GOPE. Non, parce que les GOPE des Portugal de ces toutes dernières années ne demandaient plus une purge à ce niveau-là, parce qu'ils ont fait une purge qui était 100 fois supérieure à la France les années d'avant. Ils ont bien appliqué les GOPE, et les dernières GOPE du Portugal demandaient justement de ne pas y aller trop fort sur les dépenses publiques et de mettre en place l'ubérisation, en gros la libéralisation des services. Et le gouvernement dit de gauche au Portugal, ils l'ont fait, hein, Uber, maintenant vous le trouvez au Portugal, donc ils ont bien appliqué les GOPE, contrairement à cet argument qui circule pas mal, notamment au niveau PS, FI, etc. en France, mais qui est absolument faux en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ces GOPE? Moi je trouve que celles de 2016-2017, elles sont particulièrement intéressantes parce que on voit que c'est des mesures qui sont passées, et on peut voir si les recommandations ont été appliquées ou non. Vous allez voir que ça a été le cas à chaque fois. C'est intéressant en plus que ce soit 2016-2017 quand vous êtes en 2016, parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, en fait, vous devez appliquer ces mesures en 2016, en 2017. Ça peut paraître anodin comme ça, mais au milieu, en 2017, aux alentours d'avril-mai, vous aviez un truc qui s'appelle l'élection présidentielle. Et donc ça veut dire que peu importe qui est élu à l'élection présidentielle, vous avez déjà votre programme économique et social qui est là. Quand on le décortique un petit peu, il y avait la réduction des dépenses publiques, donc ça c'est absolument chaque année. Et dans le détail, c'est le langage de novlangue bruxelloise, ils vous disent qu'il n'est pas possible de réaliser d'importantes économies à court terme sans ralentir considérablement la croissance des dépenses sociales. Donc ça c'est toujours intéressant, ils vous disent pas il faut le baisser, ils disent qu'il faut ralentir la croissance. Et dans les textes, là-dedans, c'est très clair, parce que quand on vous dit en France, il faut baisser la dépense publique, la dépense de l'État en pourcentage du PIB, sur 20 ans, elle a même plutôt déjà diminué. Ça a un petit peu augmenté, ça a fait jeu de vase communicant au niveau des collectivités locales, où ça a un tout petit peu augmenté, là où l'État a baissé. Et ce qui a vraiment augmenté, c'est les dépenses sociales, parce que quand vous avez une population vieillissante et un chômage de masse, vous allez avoir les dépenses de retraite, dépenses de santé pour le vieillissement de la population, et vous allez avoir les dépenses chômage quand vous avez un chômage de masse. Donc ce sont les dépenses sociales qui ont augmenté. Donc quand on vous dit qu'il faut baisser la dépense publique, il faut parler clairement, ça veut dire qu'il faut tailler dans les dépenses sociales. C'est exactement ce qu'ils demandent. Veiller à ce que les réductions du coût de travail soient pérennisées.
Et évolution du salaire minimum compatible avec la création d'emplois et de compétitivité. Les réductions de travail soient pérennisées, vous le savez, c'est le CICE, ça a été fait, et le CICE a été transformé en allègement de charges permanentes. D'ailleurs, comme il y avait les deux qui sont cumulés sur la même année, plutôt que de coûter 20 milliards d'euros, ça a coûté 40 milliards d'euros l'année où il y a eu cet allègement qui est passé en allègement définitif, justement, des cotisations sociales. Et l'évolution du salaire minimum, c'est bien gentil, c'est de la langue bruxelloise, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SMIC ne doit pas augmenter. Autre revendication des Gilets jaunes qui ne peut pas être appliquée dans le cadre de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est un fait, si vous regardez, le SMIC en France est gelé depuis 2007. Donc ça a bien été appliqué. Et quand on dit gelé, ça ne veut pas dire que le SMIC n'augmente pas, ça veut dire que le SMIC augmente au minimum légal, qui est un espèce de comité d'experts qui fait un espèce de panier moyen pour dire bon ça c'est à peu près l'inflation, et le SMIC ne va pas augmenter plus que ce minimum légal-là. Quand on sait, d'ailleurs Emmanuel Todd l'a montré dans son dernier livre, que l'inflation est largement sous-estimée, entre autres parce que la part de l'immobilier dans le panier prix, dans l'inflation, n'est que de 6%, alors qu'en vrai c'est quasiment 30%, et vous savez que les prix de l'immobilier ont explosé en 20 ans. Donc ça veut dire concrètement, quand vous n'augmentez pas le SMIC, quand vous gelez le SMIC, ça veut dire que vous appauvrissez toutes les personnes qui sont au SMIC. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous dis, depuis 2007, la seule hausse du SMIC qui avait eu, le seul petit coup de pouce, c'était de François Hollande en 2012, et je crois que c'était un truc comme l'équivalent de 4 ou 8 euros en plus par mois, quoi. Pour vous dire, il a quand même respecté. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher un contrat à durée indéterminée. C'est toute l'idée, encore de langue bruxelloise, qu'il faut flexibiliser le travail, et c'est toutes les fameuses lois travail et les lois Macron pour pouvoir faciliter justement les licenciements et pour dire, dans ces cas-là, vous incitez à embaucher à durée indéterminée, parce que quand vous pouvez virer facilement un CDI, vous êtes plus proche du CDD. Donc effectivement, vous facilitez l'embauche en CDI. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin de rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour du travail. La fameuse réforme du chômage qu'il y a eu. C'était dedans, c'est appliqué. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier en services d'entreprise et professions réglementées. On sait très bien, c'est tous les services et les professions réglementées qui sont cassés, l'ubérisation de la société. On l'a vu pour les commissaires aux comptes, les experts comptables, les géomètres, on l'a vu pour les notaires, pour les pharmaciens, etc. Donc ça, c'est demandé directement par Bruxelles, et c'est appliqué. Prendre des mesures visant à réduire l'impôt de production et l'impôt annuel sur les sociétés, ça c'est aussi appliqué, c'est de baisser toutes les petites taxes indirectes sur l'entreprise, ça a été fait, et pour l'impôt sur les sociétés, c'est déjà dans le plan de loi de financement, d'ici 2022, l'impôt sur les sociétés français doit baisser de 33,1 à 25%. Donc là, il y a une petite harmonisation, mais vers le bas. Élargir la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Alors là, c'est effectivement la seule marge de manœuvre qui reste au niveau de l'Union européenne, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait faire un impôt, augmenter un impôt sur une base fiscale large, et grosso modo, vous en avez deux. Vous avez la TVA ou la CSG. En gros, il a choisi, Macron, qu'on nous présentait comme un génie de l'économie, il a choisi la pire, parce qu'il a augmenté la CSG plutôt que d'augmenter la TVA. Pourquoi? Bon, la TVA est un impôt injuste qui s'applique à tout le monde, mais pourquoi c'est pire d'augmenter la CSG que la TVA? C'est que la TVA, au moins, vous touchez tous les produits, notamment les produits importés. Et donc, c'est mieux pour vos entreprises. Alors, quand vous augmentez la CSG, vous ne tapez que sur la production interne. Et donc, entre deux mots, il a choisi le pire. Notre génie de l'économie, Emmanuel Macron. Supprimer les défenses fiscales inefficaces, notamment celles dont le rendement est nul ou faible. Ça, je suis désolé, ça veut dire suppression de l'ISF, et il y en a beaucoup qui disent non, regardez, c'est pas ça. Manque de peau, quand vous allez voir le programme national de réforme, c'est un peu le descriptif budgétaire que fait le gouvernement, à cette GOPE-là, le gouvernement a bien répondu qu'on a transformé l'ISF en IFI, donc c'est-à-dire que c'est plus un impôt global sur le capital, c'est uniquement sur l'immobilier, et c'est bien à cette GOPE-là que le gouvernement a répondu en supprimant l'ISF, donc ça vient directement
de l'Union européenne. Et le point 10, je parlais tout à l'heure, c'est un autre point, pardon, adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu d'ici la fin 2016. Alors il y a eu un petit laps de temps parce que François Hollande n'avait pas voulu le faire. Il savait que ça allait être un bordel sans nom au niveau, parce que c'est pas adapté vraiment au modèle français avec le côté justement de foyer fiscal, tous les crédits d'impôt ou autres. Ce système-là n'est pas très adapté au système français. Et vous allez amener à terme, à la fin de foyer fiscal et de politique familiale, vous allez avoir un impôt individualisé. Mais vous voyez que cette GOP-là, elle a fini par être appliquée par Emmanuel Macron. Donc les GOP, vous pouvez différer d'1 ou 2 ans, mais vous finissez toujours par les appliquer. D'ailleurs, sur les GOP anciennes, il n'y a pas d'exemple de GOP qui n'ont pas fini par être appliqués. Il y a des trucs qui peuvent paraître complètement éloignés, mais par exemple, la demande de réforme des régions, vous savez, de créer ces grandes régions, c'était dans les GOP. C'est dans les GOP, je crois, 2013-2014. Donc quand vous regardez les GOP anciennes, en fait, vous retrouvez tout ce qui a été mis en place sur le plan économique. Et quand vous regardez les GOP nouvelles, vous avez tout le programme économique et social qui va être mené en France. Peu importe que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, vous connaissez déjà le programme. Il n'y a pas besoin d'être devin, il suffit de lire. La réforme des retraites, d'ailleurs, était aussi dedans, les recommandations 2018, qui a été mis en pause, mais qui va revenir après le Covid, ne vous inquiétez pas, ça va revenir tout ça. Et ils expliquaient déjà qu'il y avait 37 régimes et qu'il fallait un alignement des différents régimes pour économiser à minima 5 milliards d'euros. Et c'était bien marqué à la fin, recommande à la France d'uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite pour renforcer l'équilibre, la soutenabilité des régimes de retraite. C'était d'ailleurs marqué aussi dedans, ça c'est l'ouverture, quand on regarde le semestre européen 2019, il est déjà mis justement que les États doivent soutenir l'épargne retraite complémentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir petit à petit du régime général pour amener une partie des gens, notamment les cadres qui sont plafonnés dans la réforme des retraites, pour les amener à de la retraite par capitalisation. Et ça, c'est mis très clairement dans les documents au niveau de l'Union européenne. Et quand on vous dit que c'est des simples recommandations, je vous ai montré l'exemple italien, mais ça se dit concrètement dans un règlement européen de 2011 qui explique qu'en liaison avec l'article 121 du TFUE, l'article 6 explique donc qu'une amende, c'est pas très net, mais qu'une amende de 0,2% du PIB peut être appliquée. Donc il y a un règlement européen, un règlement c'est une application immédiate, et il vous explique justement qu'en lien avec cet article 121 qui est les GOP, il y a cette amende qui est possible si vous ne la respectez pas. Donc les GOP, ce n'est pas des recommandations, ce sont des obligations. Les aveux, encore une fois, c'est assez drôle de voir ça. Vous avez Viviane Reding, ex-vice-présidente de la commission Barroso, qui, elle, explique 75 à 80% des lois nationales viennent de l'Union européenne. Ça laisse peu de marge de manœuvre au niveau des gouvernements. Et Jean-Claude Juncker, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Ça en dit long sur les marges de manœuvre et ce qui reste au niveau de la démocratie. Jean-Claude Juncker, je ne sais pas s'il était sobre ou sous l'emprise du vin. Vous savez qu'on dit in vino veritas. Et peut-être que là, il a dit une part de vérité. Parce que c'est la réalité. En fait, il n'y a pas de choix démocratique. C'est-à-dire que peu importe pour qui vous votez, dans le cadre de l'Union européenne, ce sont les traités européens qui s'appliquent. Point barre. Il avait dit ça, rappelez-vous, au moment où il y avait le fameux référendum en Grèce après l'élection d'Alexis Tsipras, où il avait de toute façon expliqué au peuple grec d'ores et déjà, et c'est ce qui s'est passé, que vous pouvez voter ce que vous voulez, mes grands, ce qui va s'appliquer, ce sont les traités européens. Quatrième chapitre, l'UE qui protégerait des marchés concurrents et du reste du monde. C'est l'idée de l'Europe qui fait le poids et qui protège. C'était Jacques Delors qui nous expliquait qu'il nous faut une véritable union politique de l'Europe. C'est le seul instrument pour maîtriser la mondialisation. On y croit. Et là, une affiche à l'époque de Maastricht, c'était faire l'Europe, c'est faire le poids. Donc à l'époque, il parlait des États-Unis et du Japon. Maintenant, il pourrait faire la même avec États-Unis et Chine. Mais c'était l'idée de dire que sans l'Europe, on n'existerait pas face aux géants japonais et américains. Et Nicolas Sarkozy, nous sommes capables de coexister, de fraterniser, de défendre nos justes intérêts ensemble face au reste du monde. Donc c'est toujours l'idée de l'Europe qui nous protégerait face au reste du monde. Sauf que manque de peau, quand on regarde un petit peu le détail du contrat, et quand on regarde les traités européens, il y en a notamment 2 qui montrent tout l'inverse
d'une soi-disant Europe qui nous protégerait sur les articles 32 qui impose le libre-échange de l'Union européenne et l'article 63 qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux et donc les délocalisations et la prédation sur le patrimoine français, on va y revenir. Je vous parlais tout à l'heure des délocalisations et des échanges intra-européens, notamment vis-à-vis des pays de l'Est, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les règles européennes sont là non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi vis-à-vis du reste du monde, parce que l'Union européenne explique qu'il faut promouvoir les échanges commerciaux, pas seulement entre les pays membres, mais aussi entre les États membres et les pays tiers. Donc ça veut dire le reste du monde. Concrètement, quand vous lisez cet article, vous comprenez pourquoi l'Union européenne n'arrête pas de multiplier les accords de libre-échange. Il y avait le fameux accord, vous vous rappelez, avec le CETA, avec le Canada, mais depuis, en plein Covid, il y en a eu d'autres. Il y en a un avec le Vietnam qui a été ratifié il y a peu de temps. Il y a celui qui a été signé là par l'Union européenne avec le Mexique. Et il y a tout un tas d'accords. Il y avait celui avec l'Ukraine. Il y a tout un tas d'accords qui sont signés. Je fais la liste justement dans mon livre, mais il y en a en permanence parce que dans les traités européens, on explique qu'il faut accroître les échanges avec le reste du monde. Quand on dit accroître les échanges, ça veut dire baisser les barrières tarifaires et non tarifaires avec les autres pays du monde. Donc c'est tout le contraire en fait. On pousse aux échanges et à la non-protection de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce qu'ils expliquent, que l'évolution de la concurrence est censée accroître la force compétitive des entreprises. Bah oui, quand vous produisiez un t-shirt à 5 € dans les Vosges en France et que vous le faites à 2 centimes en Chine, vous le revendez toujours à 25 €, bah vous avez vachement accru la force compétitive des entreprises parce que la marge, c'est plus la même. L'article 63, c'est la même chose, c'est toujours on interdit les restrictions des mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites, toute restriction aux échanges. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce soit au sein de l'Union européenne ou vis-à-vis du reste du monde, vous n'avez pas le droit de bloquer des gros virements d'argent. Or, quand vous faites une délocalisation, vous devez virer des grosses sommes d'argent à l'étranger. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, quand il y avait le contrôle des mouvements de capitaux, si vous vouliez justement virer une grosse somme d'argent à l'étranger, vous deviez aller au ministère de l'économie à Bercy et expliquer votre projet. Sauf que si c'était pour une délocalisation, il y avait 9 chances sur 10 que l'État dise non. Maintenant, il ne peut plus dire non, il n'a pas le droit. Et quand c'est les sommes d'argent, on va le voir, mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avant, si vous aviez un riche Qatari ou un riche Américain ou Russe, je ne sais pas, qui voulait acheter, un Qatari qui voulait acheter le PSG par exemple, bah, il devait aller voir l'État et lui donner son aval ou non. Maintenant, il n'y a plus besoin d'aval. Donc vous pouvez, à part quelques monuments et autres protégés, pour tout ce qui est des entreprises ou autres, vous pouvez racheter une entreprise française, même si elle est importante, sans avoir l'accord de l'État. Et même chose pour les paiements, mouvements de capitaux et paiements entre États membres et pays tiers. Les délocalisations, on en voit, faut savoir que maintenant, au niveau de la Chine, l'Europe a un déficit qui s'élève à 200 milliards d'euros. Forcément, la Chine, on l'a vu notamment dans le cadre du Covid, est devenue l'usine du monde. Il y a 8 principes actifs sur 10 au niveau des médicaments qui sont produits là-bas. L'essentiel de la production de masques, et monsieur, je vais remettre son masque, est faite aussi en Chine. Donc voilà, toute la base de la production, quasiment maintenant, est faite en Chine. Et c'est intéressant de voir aussi ce que disent d'autres personnes. Il y a notamment Guillaume Sarkozy, le frère de Nicolas Sarkozy, qui lui disait en 2002 « Je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise. Assez de faux semblants, la perte d'emploi, la déstabilisation industrielle. C'est normal, c'est l'évolution. » J'aurais bien aimé que son frère, en se présentant à l'élection présidentielle de 2007, tienne le même discours. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été élu, vous voyez. Plusieurs exemples, et vous savez, les soutiens-gorge Le Jabi qui ont été délocalisés en Tunisie. Donc il y en a des exemples, il y en a à l'appel, Renault qui délocalise au Maroc. D'ailleurs, on en reparle à l'heure actuelle de Renault qui obtient des prêts de l'État dans le cadre du Covid-19 et qui va supprimer des postes. Donc ils vont diminuer la production en France, mais pas forcément la diminuer à l'étranger. Et dans l'industrie automobile, c'est particulièrement palpable puisque en 6 ans, on produisait 1,1 million de véhicules en moins et en 5 ans,
les constructeurs français produisaient des véhicules en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les producteurs français, les marques françaises n'arrêtent pas de produire des véhicules, c'est juste qu'ils ne les produisent plus en France. Pas plus compliqué que ça. Le tiers de la production mondiale seulement de PSA et Renault est française. Et encore, Renault avait délocalisé très tôt, mais PSA avait essayé de maintenir un maximum en France. Mais quand vous êtes dans un système où tous les marchés sont complètement ouverts et que tous vos concurrents peuvent délocaliser, vous n'avez pas de protection, si vous voulez survivre, vous êtes obligé de faire la même chose que les autres, sinon vous n'êtes pas compétitif. Et donc PSA a fait exactement la même chose que Renault et s'est mis à délocaliser également à tour de bras. La destruction de l'industrie française, il y a un graphique de l'ouvrage d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras qui est assez parlant. Donc je vous demande de respirer bien fort pour ceux qui sont un peu cardiaques ou voilà, qui ont des petits soucis, parce que ça fait mal. Quand vous regardez ça, c'était la densité d'emplois dans l'industrie en 1968, donc plus c'est foncé et plus vous aviez d'emplois industriels. Vous voyez, moi je viens de la Nièvre, c'est ce petit département qui est en plein centre. C'est typiquement cette France périphérique où vous aviez, c'est la France des Gilets jaunes, en gros vous aviez 2-3 usines qui, avec toutes les activités de services et autres autour, les sous-traitants, 2-3 usines qui faisaient tourner l'emploi pour l'intégralité du département. Et après, ces usines, elles partent et vous n'avez plus rien dans ces départements-là. Vous n'avez plus d'emploi quasiment. Ça, c'est en 2008. Donc, vous voyez que la Nièvre, par exemple, vos questions, c'est typiquement, c'est toute cette France du nord-est, du sud-est, toute la France un peu industrielle. C'est celle qui s'est faite laminer justement par ce couple libre-échange voulu par l'Union européenne et euro, ce qui a amené à une destruction de l'emploi industriel majeure. Et pourquoi c'est dramatique? Parce que pour un emploi industriel, vous avez 2 à 3 emplois de services qui sont liés. Donc vous détruisez un emploi industriel, ça a des dommages collatéraux, et c'est toute cette France périphérique dont je vous ai parlé, c'est exactement ça. Ce n'est pas d'ailleurs que dans l'industrie qu'on voit des délocalisations, maintenant ça continue même dans les banques, où vous connaissez les fameuses hotlines, quand vous appelez votre fournisseur d'accès Internet, c'est quasiment plus en France, même les banques font des services maintenant externes en Roumanie, en Pologne, au Maghreb et autres, donc tout c'est de l'emploi qui n'existe plus en France, même au niveau des services. Le pillage du patrimoine, donc ça c'est un exemple, moi je viens de la Nièvre, c'est en Bourgogne, donc le château de Gevrey-Chambertin qui avait été racheté par un Chinois, mais il y a plein d'autres exemples. Manurin au niveau de l'armement qui avait été racheté par les Émirats Arabes Unis, c'est absolument dingue que dans l'industrie de l'armement qui est stratégique, on laisse racheter des fleurons français. C'est d'un point de vue de la souveraineté nationale, c'est absolument catastrophique. Il y a des prises de participation partout, dans les grands palaces appartiennent à des Qataris, c'est le cas du Martinez, c'est le cas à Cannes, du Lafayette à Paris. Ils sont présents quasiment tous les groupes, le Qatar, et il y a évidemment le PSG. Bon, je suis à Paris, je ne vais pas me faire que des amis, mais il faut savoir en plus que quand, vous savez, le Qatar avait racheté le PSG, c'était pas parce qu'ils étaient fans de la Tour Eiffel et qu'ils voulaient, ils voulaient juste investir dans le foot par amour du foot. Il y a évidemment toute la dimension de soft power, mais il y a aussi parce que Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque Premier ministre, il a fait un truc qui est absolument dingue. C'est-à-dire qu'il a exonéré les Qataris de plus-value immobilière. Et donc les Qataris, ils se perdent de l'argent avec le PSG, mais ils en gagnent vachement là-dessus. C'est-à-dire que tous les Français, quand ils font une plus-value immobilière, ils payent de l'impôt dessus. Un Qatari, en France, n'en paye pas. Donc vous comprenez, entre autres, pourquoi le Qatar rachète beaucoup dans l'immobilier et pourquoi ils ont racheté le PSG. Là, c'est des exemples plus symboliques, mais il y a des exemples plus dramatiques. On peut parler de Lafarge, qui a été racheté par les Suisses, Technip, Latécoère, Alcatel, qui a été vendu aussi à Nokia, et évidemment Alstom. Et pourquoi c'est dramatique quand on parle de souveraineté? Maintenant, avec le Covid-19, tous les politiques, même ceux qui ont été des anti-nationaux possibles, parlent de souveraineté, mais dans le cas d'Alstom, c'est pas le cas parce que c'est le cœur de la souveraineté. Il faut savoir que Alstom Énergie a été vendu par un ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron. Quand on parle de l'énergie, il y avait entre autres toutes les turbines que fabrique Alstom pour nos sous-marins nucléaires. Et aussi, d'ailleurs, pour le nucléaire civil. Pourquoi c'est dramatique? C'est-à-dire que maintenant, ça, c'est dépendant des Américains. Et il y a des répercussions très concrètes quand vous n'avez plus là-dedans. C'est-à-dire qu'on est soumis à n'importe quel chantage des Américains sur n'importe quel sujet. Si, en gros, on les emmerde trop, ils vont dire très bien, vos turbines nucléaires, on arrête de vous les vendre et on arrête de les maintenir. C'est pas du fantasme, c'est exactement ce qui s'était passé au moment de la guerre en Irak. Il faut savoir que les catapultes pour nos avions
des porte-avions Charles de Gaulle, c'est fabrication américaine. Et comme la France s'était opposée à la guerre en Irak en 2003, de 2003 à 2005, les Américains ont refusé de maintenir et de vendre des catapultes à la France. Imaginons que demain on veut mettre en place une taxe sur les GAFA, comme ce que voulait faire le très courageux Bruno Le Maire, mais qui recule à chaque fois. Donald Trump peut très bien dire, très bien, vous mettez en place votre taxe sur les GAFAM, votre nucléaire civil, votre machin et tout, nous on livre plus rien, on maintient plus rien au niveau des réacteurs. Les turbines. Vous pouvez rien faire. La souveraineté, c'est ça. C'est être libre et c'est être maître de son destin. Et quand on vend Alstom, on perd en souveraineté. La deuxième partie, je vous rassure, la troisième est plus courte. Il n'y a que 2 chapitres. Donc la deuxième partie, il y a 4 chapitres. L'euro qui nous amènerait plus de croissance. L'euro qui nous protégerait du chômage. L'euro qui amènerait une gestion saine des finances publiques. Et un chapitre important sur les peurs des conséquences d'une sortie de l'euro, parce que ça, c'est toute la petite musique qu'on vous joue à chaque fois pour vous faire peur si jamais vous envisagez de quitter cette aberration qui est l'euro. L'euro qui nous amènerait plus de croissance. Donc il y en avait plein qui le disaient, il y avait notamment Jacques Attali qui expliquait « Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance. » Je ne sais pas pourquoi, mais c'est évident. Donc il nous dit ça. D'ailleurs, c'est le même débat, d'ailleurs, et j'ai un chapitre du livre qui n'est pas là-dedans, qui est la France qui serait trop petite dans le monde. C'est le même débat, justement, où il y avait, je ne sais plus, c'était Attali, Garot ou Chevènement, mais en gros, il y avait un débat, il y en a un qui lui disait « Non, mais sans l'Union européenne, on ne pourrait rien faire. » Il y en a un qui dit « Parce que la France, c'est 1% de la population mondiale. » Et il y en a un qui lui dit « C'est ce que disait Valéry Giscard d'Estaing. » Et c'est peut-être Attali qui lui répond « Il avait raison. » Et Chevènement lui répond « C'est aussi ce que disait le maréchal Pétain. La France est trop petite et donc il faut faire alliance avec l'Allemagne parce que sinon on ne sera rien. » C'est toujours l'argument du renoncement. Chirac qui nous disait peu de temps avant d'adopter l'euro que l'euro n'est pas enfin en soi, il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois. Même chose pour Valéry Giscard d'Estaing. Si ce traité était en application, finalement, la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré. C'est des belles promesses, quand même. Et Michel Sapin, en 92, qui était ministre de l'économie, d'ailleurs, il était ministre de l'économie après, c'est pour le renouvellement des élites. J'aimerais convaincre chaque Français que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité. C'est beau, hein? On pourrait presque verser une larme, là. Sauf que la réalité, elle est tout autre. La zone euro, c'est l'une des plus faibles zones de croissance du monde. D'ailleurs, en 2013, c'est une année intéressante, peu de temps après la crise de 2008. Vous regardez les pays qui étaient en récession, en fait, à part le Venezuela, qui était sous embargo, et l'Iran, qui était sous embargo, c'est que des pays de la zone euro. Plus de croissance. Et, plus intéressant, quand on regarde par rapport à des économies comparables, États-Unis, Royaume-Uni, la zone euro est loin derrière. La seule zone qu'on devance, c'est le Japon. Mais le Japon, il y a des raisons démographiques. C'est un pays qui perd de la population chaque année. Quand vous perdez de la population chaque année, votre croissance s'en ressent forcément. Mais à part le Japon, la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Là-dedans, il y a un impact du taux de change. Ça, c'est le taux de change de l'euro. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un rapport entre taux de change et croissance. On voit que de 2009 à 2003, on avait un euro qui était très faible. D'ailleurs, on a été un euro qui était sous le dollar, donc une monnaie qui était plutôt faible et qui convenait bien à des économies des pays du Sud et notamment à la France. De 2003 à 2008, l'euro s'est fortement apprécié. On a eu un pic à 1 euro égale 1,6 $. Et de 2008 à 2014, on est plutôt tombé à 1 euro pour 1,3. Ensuite, juillet 2014, juin 2017, on oscillait autour de 1,1 et maintenant on est à 1,2, on est redescendu à 1,1, mais on oscille toujours en gros à 10-20% au-dessus du taux de 1 pour 1, qui est normalement le taux qui conviendrait à la France pour ce qui est des échanges avec le reste du monde, parce qu'on va voir après que ça pose des problèmes au sein même de la zone euro de fixer un taux de change. À la croissance du PIB en France, on voit, au début, quand l'euro était faible, on était à 2,2 de moyenne. Après, c'est déjà retombé à 1,9, plus 0,5, mais il y a un biais avec la crise de 2008 qui était dedans. Et après, plus 1,5, mais il y a quand même une baisse tendancielle depuis qu'on a l'euro
de la croissance française. Pourquoi? Parce que quand vous avez une monnaie qui est chère, qui est forte au niveau des économies, il y en a qui disent ouais, c'est super, on a une monnaie forte. Ouais, sauf que ça a quelques impacts au niveau de l'économie. Quand vous avez une monnaie forte, ça veut dire que vos produits à l'export sont relativement beaucoup plus chers pour les autres pays. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas la compétitivité qui suit, vous avez votre balance commerciale qui se dégrade. Or, le PIB, la croissance du PIB, c'est composé de quoi? C'est composé de l'investissement, de la dépense publique, de la consommation et de la balance commerciale. Donc, mécaniquement, quand vous avez une balance commerciale qui se dégrade, vous avez une croissance aussi qui se dégrade, comme c'est l'une de ses composantes. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, parce que quand l'euro chute, il y a un économiste qui expliquait ça même dans le Figaro, quand il était à 1,20, si on tombait entre 1,10 et 1,20, ça apporterait à peu près 0,5 points de croissance en plus pour la France. Et cet économiste explique aussi que d'ailleurs les pays qui en profiteraient le plus, c'est la France et l'Italie. Et on va voir après justement pourquoi, parce que c'est les pays qui souffrent le plus de l'euro et qui ont la base industrielle, même si elle ne cesse de se déliter pour ces deux pays, qui est encore une base pour pouvoir rebondir avec une sortie de l'euro, une monnaie qui se déprécierait. C'est aussi intéressant de regarder, quand on vous dit que l'euro protège, quel est le différentiel de croissance au sein même de l'Union européenne entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté. Si l'euro protégeait, on s'attendrait à avoir une croissance largement supérieure au sein de l'Union européenne pour les pays qui ont adopté l'euro. Or, il y a un différentiel de 17 points de croissance entre l'adoption de l'euro en 1999 et 2019. C'est absolument colossal. C'est-à-dire que la croissance des pays de l'Union européenne et de leur zone euro était de 17 points supérieure. C'est une création de richesse massive et un nombre de chômeurs en moins aussi absolument colossal. On voit l'impact de l'euro fort, comme je l'ai dit, sur la balance commerciale française, qui est une des composantes de la croissance. Quand l'euro était inférieur au dollar, ce sont les dernières années où on avait encore une balance commerciale positive. Et depuis que c'est supérieur, ça ne cesse de se dégrader. Maintenant, tous les ans, on en prend pour à peu près 60 milliards d'euros par an de déficit commercial. Donc, c'est 60 milliards qui va directement alimenter l'étranger. Et donc, la solution de certains politiques, c'est de dire il suffirait de faire baisser le taux de change de la zone euro, le taux de change externe de la zone euro. C'était entre autres Arnaud Montebourg qui disait ça, nous devons faire baisser l'euro. C'est un peu pieux. Et Jean-Luc Mélenchon disait la même chose, il faut faire baisser l'euro, c'était en 2002, etc. Sauf qu'une monnaie, vous n'êtes pas en économie soviétique, il y a quand même des caractéristiques économiques qui permettent justement et qui expliquent les fluctuations d'une monnaie. Sauf que la zone euro, on ne peut pas déprécier une monnaie d'une zone qui est en excédent commercial massif. Il y a 226 milliards d'euros d'excédent de la zone euro en 2019. Bon, c'est que l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne, en fait. Mais sauf que c'est une des composantes du taux de change. Si vous avez une balance commerciale qui est excédentaire, ça veut dire que les autres pays ont besoin d'acheter votre monnaie pour acheter vos produits. Et donc, mécaniquement, vous allez avoir tendanciellement une monnaie qui va s'apprécier quand vous avez une balance commerciale qui est excédentaire. Or, comme l'Allemagne dégage des excédents massifs au niveau de la zone euro, l'euro, sur le long terme, sans les manipulations actuelles de quantitative easing et autres, l'euro est amené mécaniquement à s'apprécier et pas à se déprécier, contrairement à ce que disent Montebourg ou Mélenchon. On pourrait faire baisser les taux d'intérêt, ce qui est une des façons justement de baisser le taux de change de l'euro, sauf que tous les pays, dans le cadre des quantitative easing, sont quasiment à des taux de change zéro ou négatifs, et donc vous ne pouvez pas baisser indéfiniment le taux de change. Donc vous ne pourrez pas baisser plus l'euro que c'est le cas à l'heure actuelle. Et en plus de ça, la Banque Centrale Européenne, dans ses statuts mêmes, n'a pas pour mission d'avoir une croissance forte ou de faire baisser le taux de change. La seule mission de la BCE, c'est d'assurer la stabilité des prix. Ce n'est pas le cas de certaines banques centrales, ce n'est pas le cas de la Bank of England, ce n'est pas le cas de la Fed aux États-Unis, mais pour l'euro, la seule mission de la BCE, c'est de garantir la stabilité des prix. Donc il n'a pas vocation à faire ça. Et en fait, pourquoi d'ailleurs, de toute façon, ça ne suffirait pas du tout pour la France ou pour l'Italie de baisser uniquement le taux de change externe de l'euro, parce qu'il y a des déséquilibres qui se sont créés au fur et à mesure des années, et donc vous avez les pays qui sont les plus compétitifs, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas,
qui ont engrangé, le fait d'avoir la même monnaie, qui ont engrangé justement des excédents commerciaux vis-à-vis des autres pays au sein même de la zone euro. Et ces déséquilibres-là, vous n'allez pas les résoudre juste en baissant le taux de change externe. Vous allez garder ces déséquilibres intra-zone euro. D'ailleurs, quand on regarde le déficit commercial français de 60 milliards, les 2/3 se font avec les pays de la zone euro et en particulier l'Allemagne. Donc on voit peu ou prou que les excédents allemands sont aussi les déficits des autres pays et des pays du Sud. Pourquoi l'Allemagne cumule justement cet excédent par rapport aux autres? C'est un mécanisme tout simple. L'Allemagne était avant l'euro plus compétitive que les autres pays. Et qu'est-ce qui se passait quand il y avait des échanges France-Allemagne? Vous aviez une année, l'Allemagne qui allait avoir un excédent commercial vis-à-vis de la France. Sauf que cet excédent commercial, qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait faire que la monnaie allemande, le Deutsche Mark, allait s'apprécier et au contraire, le franc français allait se déprécier. Et par ce mécanisme-là, les produits français devenaient relativement bon marché à l'export, alors que les produits allemands se renchérissaient. Mais sauf que quand vous figez jusqu'à la fin des temps un taux de change à 1 pour 1 et que vous avez un pays qui est plus compétitif que les autres, ben il accumule des excédents commerciaux sans ce rééquilibrage de la monnaie. Et ça, juste déprécier le taux de change externe de l'euro, ça ne résoudra pas tous ces déséquilibres intra-zone euro, parce que ça nécessiterait que chacun reprenne sa monnaie. Donc il faut sortir de l'euro et non pas baisser le taux de change de l'euro. Sur la production industrielle, c'est pareil. On voit très bien que l'Allemagne continue de croître avec les Pays-Bas, mais que les pays du sud de la zone euro, qui sont pénalisés par une monnaie trop forte pour leur économie, eux ont une production qui tend à diminuer. Et un graphique qui parle de lui-même, c'est les divergences de balance commerciale entre la France et l'Allemagne depuis l'adoption de l'euro. Et on voit qu'au niveau économique, l'Allemagne, comme je le disais tout à l'heure quand je parlais des plans de relance, bénéficie de l'euro, donc a intérêt à garder en place ce système, alors que la France, c'est une catastrophe. Donc à part une idéologie complètement folle, la France a tout intérêt justement à se libérer de l'euro. Pourquoi il y a entre autres des compétitivités différentes? C'est qu'il n'y a pas les mêmes niveaux d'inflation, inflation entre autres salariale. Vous savez qu'en Allemagne, ils ont fait des lois type les lois Hartz, etc., de rigueur budgétaire. Et donc les Allemands, mais c'est culturel, c'est historique. Vous n'allez pas fabriquer, et puis ça serait triste, ça serait même moche, de fabriquer des Français en allemand. Et donc, vous avez des cultures différentes selon les pays, vous avez des économies différentes, et donc vous avez des niveaux d'inflation qui sont différents, qu'il y ait la même monnaie ou non. Et les pays qui font plus d'inflation vont être relativement moins compétitifs parce que leurs produits vont être plus chers par rapport aux autres. Et c'est tous ces différentiels de compétitivité qui existent au sein de la zone euro. Et pour que l'euro marche, en fait, il faudrait que tout le monde soit des Allemands. Ce qui n'est pas possible. J'ai vécu un peu dans les pays du Sud, je peux vous dire que c'est pas des Allemands. Finalement, quand vous êtes dans une même monnaie comme ça et que vous ne pouvez pas rééquilibrer les parités en interne, qu'est-ce qu'on vous explique? C'est ce que dit d'ailleurs l'Union européenne, hein, ils ont réfléchi à leur truc. Quand vous ne pouvez pas faire de dévaluation externe, on vous dit qu'il faut faire une dévaluation interne. Et une dévaluation interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser les salaires, pour baisser le niveau d'inflation et baisser le coût de production pour que vous soyez plus compétitif. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, après la crise de 2009, le coût unitaire du travail a baissé en Grèce, au Portugal et en Espagne parce qu'ils ont appliqué, entre autres, les GOPE. Ils ont fait sauter des niveaux. Ils ont même baissé, je crois, au Portugal, le salaire minimum. Ils ont fait baisser le niveau des retraites. Ça a été une boucherie sans nom dans ces pays-là. En Grèce, pareil, le SMIC a baissé. Maintenant, je crois qu'il y a un tiers des salariés qui gagnent 317 € par mois. C'est pour vous dire la boucherie sociale qu'il y a eu. Et donc, comme la Grèce ne peut pas dévaluer la monnaie, on leur dit qu'il faut baisser les salaires, baisser les prestations sociales pour que la Grèce soit assez compétitive pour rivaliser avec l'Allemagne. Et on voit d'ailleurs que le taux de change effectif réel qui prend en compte justement les différentiels de compétitivité, le fait d'avoir l'euro pour la France, on a un taux de change réel qui est bien supérieur à l'Allemagne parce que l'Allemagne a baissé ses coûts, entre autres par les lois Hartz, mais aussi parce que l'Allemagne bénéficie massivement du marché unique, parce que l'Allemagne délocalise juste à côté une partie de sa production dans les pays de l'Est, ramène le tout en Allemagne pour faire l'assemblage final, ce qui a baissé massivement aussi ses coûts de production. Donc l'Allemagne
entre marché unique et euro a pleinement bénéficié de tout ça. Là, ce graphique montre en fait la folie de ce projet-là, parce que, et le rééquilibrage monétaire dont je vous parlais, parce qu'il faut savoir qu'en 70, on était à 1 Deutsche Mark égale 1,5 francs, et on était passé en 82, donc en 12 ans, à 1 Deutsche Mark égale 3 francs. Donc vous vous rendez compte du niveau de dépréciation qu'il y a eu en 12 ans. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont dit jusqu'à la fin des temps, ça va être 1 pour 1. Et c'est d'autant plus absurde qu'en plus sur cette période-là, et je l'explique avec tous les chiffres dans le livre, 70-82, la France avait une meilleure croissance que l'Allemagne. Donc ça montre bien d'ailleurs que le fétichisme d'une monnaie forte n'a absolument aucun sens. Une monnaie, ça doit être adapté à l'économie du pays. C'est comme si vous avez un type qui était très fort et que vous vouliez le faire courir dans un t-shirt XS. Il ne va pas être à l'aise. Quelqu'un qui est fort, il doit avoir du XL. Quelqu'un qui est fin, il doit avoir du S. Une monnaie, c'est exactement pareil. Et là, on voit particulièrement les pays qui souffrent de l'euro, notamment la France et l'Italie, parce que c'est une notion qui est intéressante en économie, c'est l'élasticité prix. Ça veut dire, est-ce que vos produits à l'export sont sensibles ou non aux variations de prix? On voit que la France, on est à 0,8, et plus vous êtes proche de 1, plus ça veut dire que vos produits sont sensibles au prix. Donc c'est-à-dire que la France a une production à l'export qui est très sensible au prix. Et donc, si la monnaie est trop forte, et donc les prix à l'export sont trop forts, les produits français ne vont pas se vendre. A contrario, l'Allemagne, on voit qu'ils sont à 0,272, donc très proche de 0, ils ont des produits peu élastiques au prix. Ça veut dire que même si leurs produits se renchérissent, si leur monnaie s'apprécie, les Allemands vont quand même plus continuer à vendre relativement que la France. Et on voit dans l'automobile, si vous avez une Audi ou une Mercedes, c'est des produits peu élastiques au prix. S'ils sont 2 ou 3 000 euros, les gens ils vont quand même les acheter. Alors que si vous prenez une C3 qui est en concurrence avec plein de modèles sur des prix assez réduits, si vous augmentez votre prix de 500 ou 1000 euros, là les gens ils vont plus forcément l'acheter. Donc c'est exactement ça l'élasticité prix. Et on voit que l'Allemagne y est peu sensible, contrairement à la France. L'euro qui nous protégerait du chômage. Là aussi, les promesses, donc c'était Martine Aubry, donc on a eu le père, Jacques Delors, on a la fille, Martine Aubry, là aussi un grand renouvellement des élites. L'Europe, ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale, moins d'exclusion. Michel Rocard, Maastricht constitue les 3 clés de l'avenir, monnaie unique, ce sera moins de chômeurs, postérité, donc c'est le violon est de sortie. Le problème, c'est que la réalité, encore une fois, la zone euro est la zone du monde avec le plus fort taux de chômage. Là, le Japon fait beaucoup mieux. Donc c'est la zone avec le plus fort taux de chômage, mais bizarrement, l'euro devait nous apporter moins de chômage. Là encore, c'est très parlant. Quand vous regardez au sein de l'Union européenne, entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté, vous aviez au départ, il y avait seulement 1,7 point de chômage en plus en 1999 dans les pays de la zone euro. Maintenant, ça s'était même inversé quand l'euro était faible, on avait moins de chômage dans la zone euro par rapport hors de la zone euro les années 2001-2002. Maintenant, il y a 4,2 points de chômage de différence. Si l'euro devait nous protéger et nous amener moins de chômage, pourquoi on voit que les performances sont toujours moins bonnes que celles des autres? Quand même un problème sur les promesses là. On compare sur des pays qui sont même pas, qui sont en Europe mais hors de l'Union européenne. La Norvège c'est 3,9, l'Islande 3,5 et la Suisse 2,3% de chômage. Et on retrouve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la croissance ou la production industrielle, exactement les mêmes divergences au sein de la zone euro, parce qu'effectivement l'Allemagne qui bénéficie de l'euro a un chômage qui est relativement faible, c'est la même chose pour les Pays-Bas, mais les pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou la France, c'est pas la même chose. On avait un différentiel d'ailleurs entre la Grèce et l'Allemagne de 1,4 au niveau du taux de chômage, maintenant on est à 5,2.
Donc on retrouve exactement les divergences dont je vous parlais, du fait d'avoir figé la parité entre des économies si différentes. Le chapitre 7, l'euro qui amènerait une gestion saine des finances publiques. Donc là, attention, il y avait du lourd. Une tribune avec Attali, Michel Albert, Claude Bébéar, etc., qui nous expliquait justement l'euro permettra une gestion saine des finances publiques, en expliquant que, en gros, l'euro permettra de faire baisser la dette publique ou limitera son augmentation. Sauf que c'est un peu dommage, il y a un article dans le cadre des traités européens, l'article 123 du TFUE, qui lui oblige les banques centrales à prêter sur les marchés financiers, sur les banques privées qui elles-mêmes vont prêter directement au pays. Et donc là-dedans, une banque privée, elle va forcément prendre une gratte par rapport au taux de la BCE ou de la Banque centrale nationale. Donc mécaniquement, vous allez avoir une petite augmentation d'endettement avec ça, mais surtout, les faits ont montré le contraire, parce que l'endettement à la dette publique, si on accepte l'Allemagne et les Pays-Bas, encore une fois, qui bénéficient de l'euro, tous les autres pays ont vu leur dette publique exploser. Et dans ce cadre-là, je parlais de l'article 123, faut faire attention au mythe de la loi de 73, parce que la loi de 73 a commencé l'ouverture au privé, mais la loi de 73, contrairement à l'article 123 du TFUE qui existait dans le traité de Maastricht, n'interdisait pas les prêts directs ou les avances du Trésor à l'État. Et d'ailleurs, on regarde dans ce graphique, on voit qu'il y a eu encore des avances au Trésor après la loi de 73, de 78 à 81, et ça a vraiment diminué en 82-83, et c'était plus par idéologie quand Mitterrand fait son tournant libéral, justement, avec là aussi libre circulation des mouvements de capitaux et autres. C'est quand Mitterrand a fait ce tournant-là qu'on a vu que ça s'est vachement réduit, et après ça s'est vraiment inscrit dans les règles européennes, cette interdiction, en 1992 avec le traité de Maastricht. Et d'ailleurs, dans l'histoire de France, c'est vrai que je dis qu'il ne faut pas surestimer cette dimension des prêts, même si évidemment qu'on aurait pu diminuer, on aurait pu monétiser une partie de la dette, ce qu'aurait dû diminuer la dette, mais dans l'histoire de France, on n'a jamais monétisé à 100% la dette et les déficits. Le maximum, ça a été 30% pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait quand même une inflation de 60%. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que quand on sera sorti de l'euro, on pourra monétiser une partie de la dette. C'est d'ailleurs ce que font les Britanniques, qui sont indépendants. Pendant cette crise du Covid-19, ils ont expliqué, les Britanniques, que les dépenses supplémentaires liées au Covid-19, ça va être la Banque d'Angleterre qui allait financer directement le gouvernement pour payer ces dépenses-là. Ce qui est impossible dans le cadre de la zone euro. Et donc on peut faire une part de monétisation pour les investissements d'avenir, transition écologique. Je sais que Philippe Murer, dont je crois Pierre-Yves vient de lancer l'édition du livre, parle justement très bien de ça, qu'on peut monétiser une partie de la dette pour ces grands projets-là, mais il ne faudra jamais monétiser 100% de la dette, ce serait de la folie furieuse. Et donc la dette a augmenté, certes, parce qu'on n'a pas pu monétiser, mais si on regarde, et ça ira avec la troisième partie, si l'endettement a explosé en France, c'est essentiellement à cause du couple libre-échange euro qui a diminué de façon tendancielle la croissance et donc les recettes fiscales, sans compter toute la base fiscale qui a été siphonnée dans le cadre d'opérations d'optimisation fiscale et autres prévues par l'Union européenne. C'est ça qui a fait massivement augmenter la dette, même plus que le fait de monétiser ou pas. Mais c'est vrai qu'on pourra monétiser une part de la dette quand on sera sorti de l'euro. Dernier chapitre sur l'euro, peut-être le plus dense, là, il faut vous accrocher, il est costaud celui-là. Les peurs des conséquences d'une sortie de l'euro. Là, il ne parlait pas de l'euro, mais je n'ai pas résisté, le grand poète François Bayrou, qui nous dit « Je vous le dis de toutes mes fibres, si le non l'emporte », il parlait à l'époque de 2005, mais ça montre la mentalité un petit peu européiste, « il pleuvra plus de 40 jours ». C'est ce qu'on appelle un argument rationnel pour convaincre rationnellement les masses. Première un peu peur qu'on nous vend, on retrouve François Bayrou qui nous disait sortir de l'euro fera exploser la dette. Il expliquait entre autres que l'éclatement de l'euro nous obligerait à rembourser dans une monnaie faible une dette libellée en monnaie forte. Et il dit après l'argument de la peur, c'est vraiment le Project Fear comme disaient les Britanniques. C'est le scénario qu'a connu l'Argentine, baisse de 50% du niveau de vie, etc., etc. Le sous-jacent, c'est de dire en gros, si vous sortez de l'euro, vous allez retourner à une nouvelle monnaie qui pourrait s'appeler le franc. Et donc le franc, comme on a besoin, va se déprécier,
mais vous allez toujours devoir rembourser en euros cette dette. C'est ça que je vais vous expliquer que c'est complètement faux, en fait, cet argument. Nicolas Sarkozy, lui, c'est à l'américaine, hein, il dit si la France ou tel autre pays sort de l'euro, sa monnaie se dévaluera, mais la dette restera libérée en euros. Sortie de l'euro consiste à doubler ou à tripler la dette du pays. Je ne sais pas sur quelle dépréciation il table le grand mathématicien Nicolas Sarkozy pour nous donner un doublement ou triplement de la dette française, mais il en avait pris de la bonne. Pourquoi c'est faux, en fait, qu'on devrait rembourser en euros? Parce qu'il y a un principe de droit international qui s'appelle la lex monetae et qui dit que ce qui fait foi, justement, c'est pas la nationalité du créancier. Si votre créancier est japonais ou américain, ça peu importe. Ce qui fait foi dans le remboursement de la dette, c'est la nationalité du contrat. Or, si le contrat de dette a été rédigé en droit français, ça veut dire, dans cette lex monetae, que toute dette qui est en droit français sera remboursée dans la monnaie qui a cours dans le pays. Que ce soit l'euro, le franc, le sesterce, le franc Napoléon, ce que vous voulez, ça sera remboursé dans la monnaie qui a cours légal dans le pays. Point barre. Donc c'est pas du tout ce que vous expliquiez François Bayrou ou Nicolas Sarkozy. Or, quand on regarde les chiffres, 97% de la dette publique française est en droit français. Donc ça veut dire que cette soi-disant dette qu'on devrait rembourser en euros, ça serait sur 3% de la dette publique. En sachant que comme vous êtes à nouveau souverain, vous pouvez très bien mettre en place un système de taxes à moitié confiscatoire pour forcer les créanciers à passer leurs 3% qui restent en droit français. Et si vous faites un truc confiscatoire, ils auront intérêt à le faire. Et donc vous pouvez rembourser in fine 100% en nouveaux francs si vous le souhaitez. Pour la dette des ménages, c'est aussi important, parce que c'est la dette de monsieur et madame tout le monde qui a acheté un bien immobilier et autres. 98,5% de la dette des ménages est là aussi en droit français. Et sur les 1,5 qui restent, on pourra là aussi appliquer la même méthode parce qu'on est devenu souverain. Pour les banques, il y a une étude de la Banque des règlements internationaux à Bâle qui montre que le système bancaire pourrait avoir une perte de l'ordre de 5 milliards d'euros. C'est largement absorbable. Quand vous voyez les pertes qu'il y a dans le cadre du Covid-19, 5 milliards, c'est une goutte d'eau. Ça sera largement absorbable. Et pour ce qui est des entreprises qui sont présentes à l'international et qui ont de la dette, justement, notamment en devises étrangères, il faut savoir que les entreprises françaises, notamment les multinationales, ont plus d'actifs que de dettes à l'étranger, et donc c'est 13% de plus en net. Et donc, ça veut dire que cette dette sera largement soutenable. Au contraire, le bilan va même s'améliorer avec une sortie de l'euro regardée en monnaie nationale. Le deuxième argument de la peur qu'on vous explique souvent, c'est que sortir de l'euro, ça va faire exploser le prix de l'essence. Ça va être une catastrophe et vous ne pourrez même plus faire le plein, quoi. Nadine Morano, prix Nobel, là encore, les Français comprennent que si on achète notre pétrole 30% plus cher, eh bien à la pompe, ils vont payer leur litre d'essence 3 €. Bon, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était que si la monnaie se déprécie de 30%, le prix du pétrole va augmenter de 30%. Sauf que ça fait jamais 3 €, mais c'est pas grave. On lui pardonne, Nadine. Et chez les jeunes socialistes, c'était la même chose. Sortie de l'euro entraînant une dévaluation du franc de 30 à 60%. Ça, déjà, on se demande d'où ça sort. Il n'y a aucune étude au monde qui montre 30 à 60%. Ils auraient pu dire 90% aussi. Ça aurait été plus simple. Et donc, ça augmentera d'autant le prix du pétrole libellé en dollars. Donc, c'est l'équivalent de dire si la monnaie se déprécie de 30 à 60%, le prix à la pompe va augmenter de 30 à 60%. Dans le vocabulaire actuel, on appellerait ça des fake news. Mais là, ça passe crème. La réalité, c'est quoi? C'est que 62% du prix de l'essence est composé de taxes. Donc ça veut dire en fait que la dépréciation effectivement du pétrole que vous achetez en dollars, elle est que sur le reste. Il y a une faute, c'est pas 30, c'est 28, j'en ai mettre. Donc voilà, c'est qu'une faible part. Et en d'autres termes, ça veut dire que si votre monnaie se dépréciait de 20%, vous auriez sur le gasoil une augmentation à la pompe de 9 centimes, plus 6%, et non pas plus 30%, enfin plus 20%, pardon, et vous auriez plus 9 centimes, aussi la même chose sur l'essence.
Manque de peau, la taxe Macron, vous savez, celle qui a mis dans la rue les gilets jaunes, qui était demandée par l'Union européenne en contrepartie de l'allègement de charges du CICE. Ça aussi, c'est dans les GOPE et dans le PNR. Donc la taxe Macron, taxe gilets jaunes, c'était demandé par l'Union européenne. Bah, ça correspondait à une augmentation de 10% par exemple pour le gasoil. 9 centimes, c'est à peu près l'équivalent de la taxe. Et encore une fois, si vous êtes revenu souverain, que vous n'avez plus les contraintes budgétaires de l'Union européenne, vous pouvez très bien dire, bah, comme je sais qu'avec la dépression, mon pétrole, mon essence et mon gasoil vont augmenter à la pompe de 9 centimes, bah, je baisse la taxe sur les produits pétroliers d'équivalent pour que ça soit neutre à la pompe pour le consommateur. Donc là encore, c'est fait pour faire peur, mais c'est largement absorbable. On nous dit aussi, dans une économie mondialisée, vous comprenez, il y a beaucoup d'importations dans les exports, tout est lié. Et finalement, la dépréciation, c'est un jeu à somme nulle parce que si vous baissez le prix à l'export, comme vous avez plein de composants qui sont d'importation dont le prix va augmenter, c'est un jeu à somme nulle, vous n'avez rien gagné. Sauf que c'est faux parce qu'il y a 25% de produits importés dans nos exportations. Et si vous avez une dépréciation de 20%, ça veut dire que le coût de matière importée en l'export, le surcoût sera au maximum de 5%, alors que la baisse en face sera de 15%. Donc vous aurez au minimum une augmentation de la compétitivité de près de 10 points, ce qui est véritablement énorme, parce que quand vous avez un petit allègement de cotisation sociale, comme ce qui a été fait, c'est une baisse de 1 ou 2 points, un gain de 1 ou 2 points de compétitivité. Là, d'un seul coup, en sortant de l'euro, vous avez un gain net de compétitivité de 10 points, ce qui sera une bouffée d'air, évidemment, pour toutes les entreprises françaises qui sont à l'export. Il y a aussi un point dont on ne vous parle jamais pour la hausse des prix, parce que, vous savez, c'est l'argument de dire, encore une fois, vous avez une dépréciation de votre monnaie de 20%, et donc, vous avez une hausse des prix, grosso modo, de 20%. C'est absolument faux, et ça s'est vu nulle part, parce que vous avez, entre autres, un effet de substitution. Et c'est tout le but. Le but, c'est que vous achetiez des produits en France plutôt que produits à l'étranger. Et typiquement, vous avez un exemple là d'une Hyundai qui était vendue 10 000 $ et d'une Peugeot qui était vendue 10 500 $. Avec la dépréciation de la monnaie, cette Hyundai passe à 12 000 $ de prix. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez acheter la Hyundai à 12 000. Du coup, vous allez acheter la Peugeot à 10 500 et l'augmentation des prix, là, dans ces cas-là, elle est de 5%, elle n'est pas de 20%, parce que vous allez acheter une voiture produite en France qui était déjà existante sur le marché. Donc là encore, cet argument ne tient pas parce que vous avez un effet de substitution. Et de toute façon, vous n'avez que 30% du PIB de produits importés. Donc cet argument de dire vous allez avoir une hausse des prix de 20%, il est mathématiquement impossible à partir du moment où vous n'avez pas 100% de produits importés. C'est un argument qui ne tient pas la route une seule seconde. Et puis après, encore une fois, j'aime bien retourner aux faits. Si cet argument de dépréciation-appréciation de la monnaie jouait sur les prix, on aurait dû le voir. Or, l'euro s'est déprécié de 25% entre 2014 et 2017. Est-ce que vous avez perdu 25% de pouvoir d'achat? Je ne crois pas. Évidemment, je ne crois pas. A contrario, l'euro s'est apprécié de 17% entre mars 2017 et février 2018. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de 17% de votre pouvoir d'achat? Là aussi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'en plus des effets de substitution dont j'ai parlé, il y a un autre effet, c'est qu'on est sur des marchés qui sont concurrentiels. Et si vous avez votre monnaie qui se déprécie, vous allez typiquement avoir tous les produits électroniques et autres, ils sont tous produits en Corée, en Chine, ils ne sont pas produits en France. Sauf que quand vous avez la monnaie qui s'était dépréciée de 25%, ils n'ont pas augmenté les prix de 25% parce qu'ils ne voulaient pas perdre des parts de marché. Et donc ces entreprises-là ont rogné sur leur marge plutôt que d'augmenter les prix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas du tout, il n'y a nulle part dans l'histoire économique du monde de corrélation parfaite entre appréciation et gain ou perte de pouvoir d'achat et augmentation des prix. Il y a une étude d'ailleurs qui est intéressante là-dessus de Jacques Sapir sur une simulation de la France après l'euro. Il avait fait ça avec justement Philippe Murat dont j'ai parlé auparavant. Ils avaient fait en gros 9 scénarios de dissolution de la zone euro avec des croisements de 3 options, soit des politiques économiques pro-consommation, pro-investissement et pro-réduction des déficits,
et des dissolutions plus ou moins ordonnées de la zone euro. Ce que donnaient ces études, c'est que selon les hypothèses, il y avait 8 à 21% de croissance sur les 4 premières années. Donc c'est très important, ça veut dire entre 2 et 5% de croissance par an. On n'a plus connu ça depuis un moment. L'option pro-investissement, qui était la meilleure d'un point de vue économique, vous aviez une baisse de 2 millions des chômeurs de catégorie A en 3 ans. C'est absolument énorme. Et quand on parle du déficit de la sécurité sociale, on peut parler de la réforme des retraites. Le principal problème en France des retraites, c'est que justement, et de la sécurité sociale en général, justement, on a un chômage de masse, ce qui fait que plutôt que d'avoir des cotisants en plus, vous avez des gens à qui vous devez payer des prestations chômage. Donc tout ceci creuse le déficit justement de la sécurité sociale. Et pour assurer l'équilibre de la réforme des retraites sans faire des réformes complètement antisociales comme fait Macron, il suffit d'1 million de chômeurs, même pas de 2 millions, qui reviennent à l'emploi, et votre problème, il est réglé pour des années. Donc la vraie solution, plutôt que d'avoir une politique malthusienne, de dire on va baisser le niveau des retraites, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la désindexation des retraites sur l'inflation, c'est une baisse des retraites sans le dire. Cette réforme des retraites qui va amener à une baisse du niveau des retraites pour les gens qui vont le percevoir, c'est une baisse des retraites, allongement de la cotisation des retraites. Tout ça, c'est de la caisse sociale. On pourrait rétablir les comptes sociaux avec une baisse du chômage, et cette baisse des chômages est justement possible avec une monnaie adaptée à notre économie. À court terme, il y avait une baisse, ça c'est plutôt négative, de 3 à 5% du patrimoine, notamment sur les assurances vie, mais il y aura un niveau qui serait retrouvé auprès de 5 ans, donc on n'est pas du tout dans la catastrophe annoncée, et je peux vous dire qu'au moment de la crise de 2008, la baisse a été bien plus importante que cela. Le taux d'imposition pourrait baisser en 50-45% du PIB à 41%, et ça aussi c'est important parce que mine de rien, c'est un des problèmes en France, les classes moyennes sont matraquées d'impôts, et notamment d'ailleurs sont beaucoup augmenté les 2 dernières années du quinquennat de Nicolas Sarkozy et les 2 premières de celui de François Hollande, et une sortie de l'euro pourrait justement permettre d'alléger la fiscalité sur les classes moyennes qui sont celles qui sont le plus touchées, parce qu'en France, vous avez les personnes qui ont le moins de moyens qui touchent des prestations, vous avez les personnes très riches qui, dans le cadre des optimisations et autres, peuvent payer beaucoup moins d'impôts en pourcentage, et vous avez les classes moyennes et populaires qui sont les vaches à lait en fait, de l'État français. On pourrait permettre de baisser justement cette fiscalité sur cette France-là. Là aussi, une baisse de l'endettement public serait possible, et l'inflation qui serait de 5% la première année baisserait ensuite de 4%. C'est des niveaux d'inflation, on avait des niveaux d'inflation bien supérieurs au moment des 30 Glorieuses. Il y en a qui s'affolent de l'inflation, mais l'inflation n'est pas un fléau en soi, et on pourra y revenir lors des questions-réponses. D'ailleurs, il n'y a pas que Jacques Sapir qui le dit, parce que même la Bank of America, qu'on ne peut pas qualifier de banque pro-Frexit, expliquait elle-même que justement, il y aurait 1 point de croissance supplémentaire lié à la variation du taux de change grâce à une dépréciation de la monnaie. Donc ça montre bien justement que ça serait bénéfique pour l'économie française. Natixis, là aussi, je ne crois pas que ce soit une banque pro-Frexit, expliquait exactement la même chose, que la France aurait effectivement besoin d'une dévaluation du franc. Et il y a des précédents de dévaluation dans des pays qui montrent que ce n'était pas la catastrophe. Vous voyez, quand la Suède a dévalué de 22% en 92, elle a eu une croissance de 9% sur les 3 années qui ont suivi, donc quasiment 3% par an. Même chose pour l'Italie, la Finlande, la Corée. Donc ça montre bien que la dépréciation d'une monnaie ou la dévaluation quand c'est en change fixe n'amène pas une catastrophe économique pour le pays en question, surtout si c'est bien géré d'un point de vue politique. Et j'ajoute qu'il y a tout un tas de prix Nobel et d'économistes qui sont en faveur justement d'une dissolution de l'euro, ou du moins qui sont critiques vis-à-vis de l'euro, dont on n'entend pas parler. Il y a notamment les économistes français, il y a Vincent Brousseau, Alain Cotta, Gaël Giraud, Frédéric Lordon, Philippe Meurer, Jacques Sapir, etc. Il y en a beaucoup. Et dans les prix Nobel, il y a quand même Maurice Allais, qui était le premier prix Nobel de l'économie français, Christopher Pitsarides, Paul Krugman, Thomas Sergent, James Mirrlees, Milton Friedman, Amartya Sen et Joseph Stiglitz, justement, et Christopher Sims. Donc il y a beaucoup de prix Nobel d'économie qui sont eurocritiques. Et ce qui est assez amusant, ou ce qui est plutôt triste, c'est que sur les plateaux
télé français de pseudo-experts, on ne voit pas ces gens-là, on voit que des gens qui sont là à défendre l'euro, qui souvent n'y connaissent d'ailleurs pas grand-chose. Et ça serait intéressant en France de pouvoir avoir des vrais débats justement sur l'euro et le coût de l'euro pour l'économie française. D'ailleurs, on peut en parler, et d'autant plus qu'il y a eu une étude allemande pour les 20 ans de l'euro qui montrait que le coût de l'euro pour l'économie française était de 189 milliards d'euros. C'était une estimation basse. Et quand vous preniez cette étude-là, que vous regardiez le détail de cette étude, c'est exactement ce que je vous disais. En fait, le fait de figer la parité entre les différents pays fait que pour les pays du Sud, ce coût il est croissant au fur et à mesure des années. Et quand vous prenez, ça faisait déjà 241 milliards, hein, quand on somme tous les coûts que j'ai énumérés avant, 241 milliards d'euros par an, le coût de l'UE et de l'euro pour la France, 660 millions d'euros par jour. Et quand on prend 2017, leur dernière année, le coût de l'euro il est estimé à 374 milliards d'euros par an. Si vous ajoutez à ça les 100 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale qui sont permises, comme je l'ai dit, dans le cadre de la libre circulation des mouvements de capitaux de l'Union européenne, vous ne pouvez pas lutter sérieusement contre la fraude et l'évasion fiscale dans ce cadre-là. Donc vous cumulez ça plus tous les coûts auparavant dont j'ai parlé, ça fait un total de 527 milliards d'euros, sans prendre en compte le plan de relance dont je vous ai parlé. C'est 1,4 milliard d'euros par jour, 654 euros par mois par Français. Alors évidemment, on va me dire, le coût de l'euro, ce n'est pas un gain net que vous allez récupérer comme ça. De même que les normes, c'est un coût d'entreprise, mais ça montre le coût colossal de l'Union européenne et de l'euro pour l'économie française. Et évidemment que s'en libérer, ce serait une bouffée d'air totale pour l'économie française et que ça changerait toutes les perspectives. Dernière partie, les illusions économiques du traité transatlantique et du libre-échange. Je parle du traité transatlantique, pourquoi? Parce que ça avait été mis sous le tapis au moment des élections en France, en Allemagne, et maintenant il y a Donald Trump qui est là, mais Donald Trump, contrairement à ce qu'on dit, il aimerait bien renégocier un accord avec l'Union européenne parce qu'il considère que les conditions actuelles sont néfastes pour les États-Unis et que notamment il y a beaucoup trop de produits allemands qui arrivent sur le sol américain, ou du moins que l'excédent commercial allemand vis-à-vis des États-Unis est trop important, et lui il voudrait un accord pour changer ça. Donc il n'est pas exclu qu'on ait un retour du traité transatlantique. Et de toute façon, comme je l'ai dit, quand vous avez un accord avec le Canada et avec le Mexique qui a été signé, comme toutes les entreprises américaines ont des filiales dans ces deux pays et il n'y a pas de droit de douane entre ces pays parce qu'ils ont un accord de libre-échange entre eux qui s'appelle l'ALENA, ça veut dire que toutes les entreprises américaines ont déjà un pied très facilement sur le marché européen grâce aux accords CETA et avec le Mexique. Et le dernier chapitre, la libre-échange qui apporterait une prospérité mutuelle, l'idée et le concept cher à Alain Minc de mondialisation heureuse. Les grands bénéfices du TAFTA, il y avait une étude là-dessus qui était marrante, et avant cette étude, il y avait une déclaration, donc David Cameron, on peut le remercier pour avoir fait une erreur en faisant son référendum sur le Brexit. Nigel le remercie aussi. Le TAFTA va permettre de créer 2 millions d'emplois. Donc c'est ce qui est expliqué, c'est toujours les grandes promesses avant les actes. C'était pareil avec l'euro, on l'a vu. Donc 2 millions d'emplois, pourquoi pas? Pourquoi pas 3, 4, 2. Karel de Gucht, qui était le commissaire chargé de négocier cet accord, lui, il expliquait, il se mouillait moins, il disait que ça allait créer des millions d'emplois. C'est plus vague, pas mal. Et après, on nous alliait un peu plus dans le détail de sa déclaration, il explique, quand vous regardez à l'échelle d'un foyer, ça donne plus de 500 € annuels. C'est évident, vous retrouvez du Attali dans le texte, que cela aura un effet positif sur les revenus des citoyens et sur la croissance économique. Donc là, vous vous dites comme ça, bon, 500 €, on ne sait pas trop d'où il sort, mais ça donne l'impression, limite, que chaque personne va gagner 500 € du fait de cet accord de libre-échange. On va regarder ce qu'il y a dans le détail. Déjà, cette étude soi-disant indépendante qui donne ces résultats, toujours intéressant de voir qui les finance. Toujours intéressant de voir les financeurs. Comme vous pouvez le voir, des grands philanthropes, Citigroup, c'est une banque, Crédit Suisse, qui est une banque, la Banque européenne d'investissement, très impartiale sans doute dans son jugement. Santander aussi, c'est une banque espagnole. JP Morgan, la Caixa, c'est une banque catalane. La Banque centrale européenne d'investissement, etc. Et après, quand vous allez dans le détail de ce rapport, vous avez toujours
dans l'étude américaine, un espèce de résumé avant qu'on appelle les key findings. Et là, quand on voit dedans, ils nous disent, les 500 € dont parlait Karel de Gourt, c'est 545 € pour une famille de 4. C'est déjà plus la même. Puis il y a des trucs un peu drôles dessus, il y a le côté, vous savez, un peu cruche, ou gagnant-gagnant. Ça vous rappelle quelqu'un, mais là ça va être gagnant pour le marché de l'Union européenne et pour celui des États-Unis. Donc c'est formidable pour tout le monde. Et le plus gros sketch, il explique quand même que cet accord, donc d'augmenter les échanges économiques de part et d'autre de l'Atlantique, sera bien évidemment un effet négligeable sur les gaz à effet de serre. On y croit. Une étude indépendante, je vous dis. Et quand on va dans le détail du rapport, en page 2 et en page 47, là, c'est encore plus intéressant. Parce qu'on nous dit maintenant, le PIB peut augmenter entre 68 et 120 milliards d'euros pour l'Union européenne. Et en page 47, pour une famille, il y a maintenant une fourchette, c'est plus un chiffre fixe. Et ça fait en gros, pour une famille de 4, entre 306 et 546 € par an. En gros, c'est une promesse pour entre 6,30 € et 11,35 € par mois par personne. C'est un paquet de clopes, quoi. C'est pas pareil que 500 € comme ça qu'on vous dit. C'est des hypothèses en plus complètement optimistes qui ont été démontées. Il y a des trucs complètement irréalistes qui expliquent entre autres qu'un employé français dans l'industrie automobile qui perdrait son emploi, bien évidemment, il va traverser l'Atlantique et il va aller à Détroit pour travailler pour General Motors. C'est ce genre de trucs complètement irréalistes. Et ils expliquent aussi qu'ils sous-estiment complètement notamment tous les recettes de droits de douane qui vont être supprimées du fait de l'abaissement des barrières tarifaires et qui ne prennent pas en compte justement tous les coûts de reconversion, les coûts notamment liés au chômage, du chômage additionnel que vont créer ces accords de libre-échange. Donc des hypothèses complètement irréalistes, c'est vrai qu'avec des hypothèses, vous faites n'importe quoi, hein. Les chiffres, on fait dire ce qu'on veut. Et il y a des rapports beaucoup moins optimistes là-dessus, qui expliquent au contraire, c'est le cas de celle de Jérôme Capaldo, que la perte nette d'export pour la France serait de 1,9%, que la perte de PIB ne serait pas un gain, mais ce serait une perte de 0,48%, et qu'il y aura une baisse du salaire des travailleurs de 5 500 €. Là, on n'est plus sur les 500 €. Hein. Destruction d'emplois de 130 000 emplois en France, et une diminution de la partage de la valeur ajoutée en France des salaires, ce qui est plutôt logique, parce que le libre-échange, qu'est-ce que ça fait à l'échelle globale? À chaque fois, c'est la pression justement sur les salaires, parce que vous mettez en concurrence les salariés du monde entier, et vous allez à chaque fois vers le moins 10 ans. Donc ça fait une égalisation des salaires, mais par le bas. Et donc la mondialisation, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené à une distorsion du partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, évidemment au détriment du travail. Il y a l'exemple de l'ALENA qui est intéressant, parce que Bill Clinton, lui, avant l'ALENA, il parlait de 20 millions d'emplois. Lui, c'était pas 2, c'est à l'américaine, c'est 20, il aurait pu dire 40, c'est des choses en grand, quoi. En réalité, il y a certes eu des gains pour les entreprises à l'export pour 800 000 emplois, mais il y a eu des destructions d'emplois au niveau des importations de 1700 emplois, et donc le gain net, enfin la perte nette en l'occurrence, a été de 880 000 emplois, alors qu'il promettait 20 millions de nouveaux emplois. Donc, la réalité du TAFTA, c'est plutôt ça en fait. Plutôt ce beau dessin qui représente bien ce qui va se passer. Le dernier chapitre, le libre-échange qui apporterait une prospérité mutuelle, l'idée de mondialisation heureuse, c'est ce que nous disait entre autres Pascal Lamy, qui expliquait « L'ouverture du marché est une bonne chose pour tout le monde, même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de cette ouverture. » C'est un ancien membre du Parti socialiste qui était à la Commission européenne et après qui a présidé l'OMC, grand philanthrope. Il explique aussi qu'il n'y a pas de raison de financer éternellement l'agriculture européenne. Les Européens doivent apprendre à acheter leur vin en Australie ou en Californie, leur viande en Argentine ou au Mexique, leur blé en Ukraine ou aux États-Unis. Ça fait rêver. Il y a un passage, et d'ailleurs il avait inspiré le titre du coup de ma conférence à l'époque et maintenant de mon ouvrage, même si lui il est beaucoup plus centré sur le libre-échange d'Emmanuel Todd, et je le trouve assez intéressant, donc je vais vous lire ce passage. Il nous explique: le protectionnisme est officiellement considéré
par les élites occidentales comme une doctrine dépassée, néfaste économiquement et politiquement. Toute protection, même partielle, des marchés nationaux empêcherait la concurrence et mènerait à la stagnation, privant la planète de spécialisation bénéfique à tous. Obliger chaque pays à fabriquer ce qui peut être produit ailleurs à moindre coût serait faire blesser la productivité et le niveau moyen du globe. C'est exactement ce que vous dit Pascal Lamy. Le rétablissement des droits de douane conduirait au déchaînement des nationalismes et à la guerre. Selon les idéologues du libre-échange, le protectionnisme fut au cœur des problèmes du 1er XXe siècle. Et voici donc Méline, qui était le ministre des Finances de l'époque, responsable de la faiblesse de la croissance française avant 1945, tandis que les réflexes autarciques engendrés par la crise de 1929 sont identifiés comme l'une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants politiques occidentaux célèbrent en chœur le libre-échange et ses bienfaits, utilisant pour ce faire un bagage intellectuel minimal, en général quelques pages mal digérées de Smith et de Ricardo sur les avantages absolus ou comparatifs du commerce international, avec une préférence marquée pour l'exemple ricardien, totalement archaïque, d'un Portugal échangeant son vin contre du textile venu de Grande-Bretagne. Cette pseudo-culture économique est pleine de malice puisque le Portugal a été visiblement très maintenu dans le sous-développement par 2 siècles de commerce avec le Grande-Bretagne, pendant que cette dernière, paralysée par son dogme du libre-échange, s'interdisait de réagir aux nouvelles concurrences américaines ou allemandes, définissant ainsi une voie originale vers le sous-développement relatif. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il part aussi d'exemples historiques pour montrer que cette théorie du libre-échange qui amènerait à la prospérité est faux. Il parle à la fin de l'exemple du Royaume-Uni, c'est très vrai. D'ailleurs, le Royaume-Uni lui-même, au XVIIe siècle, est devenu la première puissance économique du monde par du protectionnisme, entre autres par le Navigation Act, qui obligeait justement tout transport de marchandises, notamment entre le Royaume-Uni et le reste du monde, à se faire sur des bateaux britanniques. Ce qui a accru sa prospérité aussi parce qu'ils avaient d'ailleurs du charbon, ce qu'on avait beaucoup moins en France par la suite. C'est pour ça que ça a été le premier pays au niveau de la révolution industrielle. Et donc c'est devenu la première puissance économique mondiale sur du protectionnisme. Et après, justement, ils se sont fait rattraper par les États-Unis et l'Allemagne, qui étaient protectionnistes. L'Allemagne avec les théories de List, le Zollverein, l'union douanière extérieure, et les États-Unis, vous savez qu'il y avait la guerre de sécession, entre le Nord, qui était industriel et protectionniste, contre le Sud, qui était esclavagiste et libre-échangiste agricole. C'est le Nord qui a gagné, les États-Unis ont été protectionnistes et sont devenus comme ça la première puissance économique. Et on voit que les pays asiatiques, et notamment la Chine, sont en train de faire la même chose maintenant et sont en train de gagner la bataille comme ça. Donc les faits battent encore le dogme. Le libre-échange, on voit que ça n'a pas vraiment eu un bon impact pour les pays développés. On a une baisse tendancielle du taux de croissance dans les pays de l'OCDE. Et on voit aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas une prospérité qui va vers les pays du Sud, puisque si la production de véhicules augmente, comme la population augmente, on voit en réalité que le nombre de véhicules produits pour 1000 habitants, ce qui est un des indices de prospérité, ça fait que diminuer. La réalité du libre-échange, c'est que ça a amené une explosion des inégalités à travers le monde, comme je vous l'ai dit, parce que, tout simplement, on est sur un système très inégalitaire qui est contre-productif pour les salariés. On a maintenant 82% de la richesse mondiale qui est accaparée par 1% au niveau planétaire. Et on voit qu'on a à nouveau une concentration de richesse qui augmente, comme c'était le cas au 19e et qui est quelque part tendancielle. Même chose pour la part de la valeur ajoutée dont je vous avais parlé. Pourquoi? C'est assez simple en fait, parce qu'en système avant protectionniste, vous aviez un cadre qui forçait en fait à augmenter les salaires, puisque le salaire était vu comme une composante de la demande globale. Et si vous vouliez écouler vos produits en système protectionnisme, c'était la théorie fordiste, vous deviez augmenter vos salariés pour qu'ils puissent acheter vos produits. Vous aviez consommateurs du pays A avec producteurs du pays A. Quand vous êtes dans une économie de libre-échange total, le consommateur, il est plus seulement dans le pays A, il est aussi dans le pays B, C ou D, et vous avez des compétiteurs du pays A qui sont dans les pays B, C ou D. Et donc dans ce cadre-là, libre-échangiste, le salaire n'est plus vu comme une composante de la demande globale, mais il est vu comme un coût qu'il faut comprimer pour être plus compétitif que le voisin. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que tendanciellement, vous avez une baisse de la part de leur travail dans la valeur ajoutée et que c'est partout au niveau mondial
et que vous avez là-dessus un retard systémique en fait, au niveau mondial de la demande sur l'offre. Et c'est pour ça que le système arrive à bout de souffle et qu'on arrive dans une sorte de système où finalement, pour tenir, comme vous avez ce retard systémique, vous avez finalement un endettement massif au niveau de la planète parce que vous devez encourager artificiellement la demande qui, elle, est dépréciée par ce libre-échange total. Je finis en conclusion là-dessus par une citation de Maurice Allais, que je vais faire très rapidement, je vois qu'il faut rendre des trucs. Les partisans du libre-échange soulignent que grâce aux délocalisations et aux importations en provenance des pays à bas salaire, jamais les prix dans les hypermarchés n'ont été aussi bas, mais c'est oublier que les consommateurs ne sont pas seulement des acheteurs, ils sont également des producteurs qui gagnent leur vie et qui paient des impôts. En tant que consommateurs, ils peuvent acheter des produits meilleur marché, mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte de leur emploi ou la baisse de leur salaire et des impôts accrus pour couvrir le coût social du chômage et de la politique de l'emploi. C'est également oublier que les consommateurs sont aussi des citoyens habitant dans des agglomérations urbaines et qu'au fur et à mesure que le chômage et la pauvreté générés par la mondialisation augmentent, l'insécurité et l'instabilité des banlieues s'accroissent. On voit alors que les effets de cette idéologie libre-échangiste, aussi funeste qu'erronée, ne se bornent pas au développement massif du sous-emploi. Ils se sont traduits également par un accroissement des inégalités, par une destruction progressive du tissu industriel français, par un déséquilibre de toute la société. Cette invocation du consommateur, de son bénéfice supposé, sert à masquer d'autres intérêts, car des groupes dirigeants de l'économie sont devenus de plus en plus riches, alors que les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres. Maurice Allais, donc premier prix Nobel d'économie français. La conclusion de tout ça, c'est que, évidemment, il faut se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc ça passe par le Frexit, mais ça ne sera pas suffisant. Le Frexit, comme je l'ai dit, ça permet déjà de récupérer une partie de sa souveraineté, mais il faudra aller plus loin, et la reconquête de la souveraineté industrielle, militaire ou autre, ça prendra peut-être 10 ou 15 ans. Donc il faut voir que le Frexit, c'est une condition qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante et qu'il faudra après gagner sa souveraineté sur tous les plans. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions et des réponses, et voilà après le livre qui en est. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.